Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans cette émission spéciale du Fil de l'Épée en crossover avec Réalisé sans trucage, puisque on va parler aujourd'hui de films de guerre. Donc Fil de l'Épée, c'est le podcast coproduit entre Paroles d'Histoire et le Collimateur, un podcast associé au Rubicon et produit en partenariat avec le Centre des études de sécurité de l'IFRI et avec le soutien de la DGRIS du ministère des Armées. Alors aujourd'hui, pour commencer l'été, c'est une émission avec un concept un peu particulier, peut-être un peu moins sérieuse, un peu plus légère que les habituels épisodes du format qu'on animait avec André, où on va donc parler de films de guerre de manière amicale, néanmoins compétitive, peut-être pour lancer un peu l'été et rigoler un peu tant qu'on peut encore. Jawohl. Bonjour André. Bonjour Alexandre. Pour ce faire, on a le plaisir de recevoir avec nous deux compères qui sont aussi des grands habitués du Collimateur. Tout d'abord Simon Rio, critique cinéma, scénariste. Vous sévissez à la fois dans Le Cercle sur Canal+, et dans l'excellent podcast Réalisé sans trucage. Vous êtes venu plusieurs fois pour nous parler de différents films, au moins Croix de fer de Sam Peckinpah et Des mineurs de Catherine Bigelow. Peut-être qu'il y en a d'autres qui m'échappent, mais dans tous les cas, bonjour, bienvenue à nouveau. Bonjour, oui, je suis un peu le SMP de la critique ciné. C'est quoi ça ? Militaire privé. Ah oui, si. J'ai essayé, j'ai voulu essayer de me... Bon. Et ensuite, Ryan Nourdali, ancien légionnaire français, ancien soldat britannique aussi, très souvent par ce micro, je crois que vous êtes peut-être le seul qui ait fait le grand chelem de tous les formats du Collimateur. Et on profite donc que vous ayez réussi à repasser dans l'espace Schengen, bien que britannique, pour vous avoir à nouveau. Donc bonjour et bienvenue Ryan. Étant trinational, je suis désormais français, donc je suis bienvenu dans l'espace Schengen, en tout cas pour le moment. Bonjour Simon, bonjour André, bonjour Alexandre. Félicitations. Et ravi de vous retrouver André. Je vais vous confier dans quelques minutes la tâche absolument la plus difficile qui va être d'expliquer le principe de l'émission. Ça va être extrêmement compliqué, mais enfin, je peux le dire parce qu'on a essayé plusieurs fois. Piece of cake, très facile. Mais je vais juste dire un mot, puisqu'on est au début de l'été, pour préciser comment ça va se passer cet été pour le Collimateur. Pour une fois, il ne va pas y avoir de pause ou de rediffusion, on va donc garder le rythme, mais avec des formats et des concepts un peu différents. Et ça tombe très bien que vous soyez là, André, pour cette émission, puisque tout d'abord, tous les vendredis, dès cette semaine, il va y avoir un nouveau format du Fil de l'Épée, très court et assez marrant. En tout cas, ça nous a beaucoup amusé de le faire, avec deux autres comparses, où, pour le dire vite, on présente chaque vendredi nos théories plus ou moins sérieuses en histoire militaire, on a appelé ça les Unpopular Opinions, et on essaye de convaincre les autres de tas de choses. Je vais laisser la surprise sur les thèmes qu'on a, mais chaque semaine, il y a quelqu'un qui arrive avec une théorie plus ou moins farfelue sur un passage de l'histoire militaire du monde. Et je précise par ailleurs que les épisodes habituels du mardi vont continuer en juillet, avant en août de céder la place à un format un peu différent, en partenariat avec les éditions des Belles Lettres, et accès autour de livres, notamment de la collection Mémoire de guerre, la maison. Et on va parler plus généralement de la guerre vue au prisme de la littérature et de certains grands auteurs, ce qui m'a semblé assez bien correspondre à une ambiance estivale. C'est par ailleurs des émissions qui vont être un peu différentes au niveau de la forme, plus narrative, plus produite, avec des sons, des lectures de comédiens, des discussions. Voilà, pour les connaisseurs, ça ressemblera un peu plus à Affaires sensibles qu'à des épisodes habituels du Collimateur, mais vous verrez tout ça à partir du 30 juillet. Alors, revenons aux affaires d'aujourd'hui, et maintenant, André, vous avez la montagne de cette émission qui est d'expliquer ce qu'est le jeu et comment on y joue. Bonjour Alexandre, bonjour Simon et Ryan, je suis ravi de vous retrouver et d'être avec vous pour cette discussion amicale mais compétitive afin de choisir ensemble, chacun, les meilleurs films de guerre de tous les temps à travers une draft. Alors c'est quoi une draft ? Dans les sports états-uniens, c'est le fait que les équipes de basket, de foot US par exemple, choisissent à tour de rôle les meilleurs jeunes joueurs en cherchant à remplir leur propre effectif et à empêcher les adversaires de les avoir. Et du coup, on va faire pareil pour les films de guerre, un genre qu'on adore ou pas autour de cette table, on va en sélectionner à tour de rôle en espérant que les autres ne vont pas nous les piquer avant. C'est le principe notamment du podcast de Big Picture qui fait des drafts de films année par année. Avec par exemple, si on devait choisir pour 2007, est-ce qu'on prendrait d'abord There Will Be Blood ou No Country for Old Men ? Pas si simple de choisir quand on a même quand on a le premier choix, et là on choisira à tour de rôle. Alors pourquoi on fait ça ? D'abord, tous les cinéphiles, les amateurs de sport savent que faire des classements, c'est une des meilleures manières à la fois de rentrer dans l'histoire d'une discipline, d'un genre, de générer des discussions passionnées sans aucune mauvaise foi, ce qui est un peu notre marque de fabrique quand on parle de cinéma dans ce podcast, et du coup on va organiser les discussions à travers une série de catégories. Alexandre, vous nous les présentez ? Ouais, c'est juste, pour donner un peu une autre image, on peut comparer ça, on peut dire, c'est comme si on avait un immense bac à DVD, dans lequel il y aurait absolument tous les films de guerre de tous les temps, et il faudrait piocher chacun à tour de rôle pour avoir, disons, la meilleure collection de films, et un film dans chacune des 9 catégories, donc certaines sont évidemment incontournables. Donc il y a le film de guerre en costume, donc ça peut être un péplum, ou bien médiéval, ou bien même de l'époque moderne. Ensuite, Première Guerre mondiale, troisième catégorie, Deuxième Guerre mondiale, quatrième catégorie, film d'après 45, donc disons entre 45 voilà, sur les guerres d'après 45.
De l'Indochine de l'Indochine jusqu'à 2001, puisque ensuite la 5e catégorie c'est 2001 et la guerre contre le terrorisme avec des gros guillemets. La 6e catégorie, un film de guerre navale. 7e, un film d'espionnage ou de renseignement. 8e, une wildcard, donc ça peut être absolument n'importe quoi, mais notamment des choses qui rentrent pas dans les autres catégories, ou bien si on voulait absolument avoir 2 films qui rentreraient dans une autre catégorie, ça peut marcher. Et enfin, une comédie volontaire ou involontaire, ou un nanar de guerre. Alors, il ne s'agit pas non plus de tomber dans les pires films de tous les temps dans la galaxie Nanarland. Nanarland fait par ailleurs d'excellents podcasts qu'on peut recommander. Mais voilà, c'est un film tellement mauvais qu'il en devient bon, en quelque sorte. Alors, au passage, qu'est-ce que c'est qu'un film de guerre ? Alors, c'est une définition compliquée et on pourra trancher des cas litigieux sans mauvaise foi évidemment, mais à minima, c'est un film où on voit déjà un acte de violence physique. Ensuite, situé dans un cadre historique reconnaissable, donc pas Star Wars, pas tellement la SF, même si on va pouvoir discuter, anticipation SF, c'est pas si évident que ça de distinguer. Et est-ce que Civil War, dont vous avez parlé récemment dans le podcast, pourrait rentrer finalement dans le film de guerre ? Je pense que c'est un film de guerre. Moi, je maintiendrais que ça peut rentrer dans le film de guerre parce que c'est de la politique fiction, mais ça n'est pas de la science-fiction. C'est pas que se passerait-il si les Américains avaient découvert le fusil à positron. C'est à quoi ressemblerait une guerre civile américaine ultra contemporaine. Donc, alors certes, vous me direz, on est à la frontière, mais bon. Mais bon, j'ai quelques films pour lesquels ça m'emmerde un peu cette règle, donc peut-être qu'on va renégocier en plein milieu. Mais voilà. Et enfin, il faut, pour les périodes les plus anciennes, au moins un personnage en uniforme ou assimilé. Voilà, on va peut-être pas faire la guerre du feu ou la planète des singes. Ce serait intéressant. Simon est dévasté par cette règle. Il avait prévu de les choisir. Même j'avais mis la guerre du feu dans toutes les catégories. Alors, chacun ses stratégies. D'ailleurs, je crois savoir, Alexandre, en connaissant un peu vous, que vous avez choisi uniquement des films français patrimoniaux avec soit Belmondo, soit Bourvil. Je crois que c'est un peu ça la stratégie du jour. Tout à fait. Puis la nouvelle vague, si c'est possible, parce que c'était vraiment le film de guerre, leur truc, quoi. Alors, comment on gagne ce jeu ? Eh bien, en réunissant les meilleurs films, en les soumettant bien évidemment à l'avis des auditeurs, des auditrices du podcast. C'est toi, public, qui pourra choisir et valider nos choix. Qui commence, comme la personne qui est tirée au sort pour le premier choix, un gros avantage parce que voilà le film le plus évident peut-être pour être choisi. On va faire ce qu'on appelle une snake draft, c'est-à-dire que comme un serpent qui poursuit sa propre queue, la personne qui choisit en premier choisira en 8e au 2e tour, et inversement la personne qui choisit en 4e choisira immédiatement en 5e et ainsi de suite. Alors on va tout de suite tirer au sort pour commencer, un tirage aléatoire en direct pour qu'il n'y ait pas de soupçon de manipulation. Et donc, le premier choix revient à Simon, suivi d'Alexandre. Je choisirai en 3e et Ryan choisira en 4e, mais également en 5e de film à la suite. Donc on va tourner. Voilà. Ça ne dit rien aux auditeurs, donc on va arrêter. Donc, Simon, vous avez le premier choix de film de guerre, donc choisissez bien, choisissez un film qui vous est cher et dont vous voulez être sûr qu'on ne va pas vous le piquer. Moi j'ai une stratégie, je vais me permettre de vous délivrer ici. Alors à part quelques petites surprises ici et là, mon idée ça a été bien sûr de rameuter à la fois des grands classiques, des films que j'aime, mais peut-être pas forcément, étant donné que je suis, si j'ose dire, le critique cinéma autour de cette table, prendre le risque de ne pas toujours prendre les plus connus, les plus célèbres ou les plus célébrés, mais ceux que j'avais très envie de défendre, ou j'estime qu'on a parfois un peu oublié. Et c'est pour ça que je vais commencer moi par un batrin que j'ai mis dans ma catégorie Wildcard, qui est Zulu Down ou L'Ultime Attaque, qui est réalisé par Douglas Hickox, qui est un film absolument exceptionnel, qui est consacré donc à la bataille d'Isandlwana, si je la prononce bien, qui est donc qui met face à face les Britanniques, l'Empire britannique et l'armée Zoulou, et qui va se terminer par ce qu'on appelle une grosse branlée de sa maman, assez terrible, assez implacable. C'est je trouve un très grand film qui non seulement est intensément spectaculaire, qui appartient, on va dire, au langage du grand Hollywood classique, mais pas seulement, qui est incroyablement interprété. Il y a notamment Peter O'Toole, Burt Lancaster, et qui est aussi une assez formidable, je trouve, chronique et critique de ce que sont, parce que c'est pas tout à fait la même chose, et l'impérialisme et le colonialisme et de leurs angles morts, parce que c'est effectivement l'histoire de soldats, d'individus qui sont absolument convaincus qu'ils vont avoir le dessus sur les Zoulous, pensez donc, c'est l'Empire britannique, sauf que ça va pas se passer comme ça. Et enfin, à titre d'anecdote, il faut savoir que c'est un film qui a beaucoup inspiré dans son organisation, dans sa gestion de l'espace, autour des scènes d'action et des scènes de bataille, qui a beaucoup inspiré un certain John McTiernan pour le 13e guerrier.
Je sais, enfin pour d'autres raisons, que Ryan, c'est un film qui vous est très cher. C'est-à-dire, j'allais dire, c'est une très mauvaise stratégie de la part de Simon, parce que sinon personne d'autre l'aurait pris. Mais en fait, en l'occurrence, il ne pouvait pas le savoir, c'est faux. Je pense que vous l'auriez pris assez rapidement, Ryan. Alors, je le retiens, mais en fait, je vais être un peu plus critique. C'est-à-dire que j'adore Zulu Dawn, et surtout parce que c'est l'anti-Zulu. Et Zulu a une réputation beaucoup plus positive et beaucoup plus populaire, et surtout dans les milieux anglo-saxons. Et Zulu Dawn, c'est justement le contraire. Et là où on a un film qui est patriotique, voire limite raciste, puisqu'en fait il continue la grande tradition d'une petite poignée de blancs qui résiste à des gens qui ont la peau plus foncée. Donc ça, c'est un film de 1964, voilà, avec Michael Caine, avec Stanley Michael Baker, Caine, etc., voilà. Richard Burton. Zulu Dawn, par contre, prend une perspective différente, beaucoup moins biaisée, et va être beaucoup plus critique sur le colonialisme et surtout sur l'hubris en fait des Britanniques dans ce film. Mais voilà, là où je ne risquais pas de le prendre, c'est parce que je trouve que c'est un film qui n'est pas parfait dans sa facture. Je le trouve pas si bien fait que ça. Bon. Alors, je vous l'accorde tout à fait, mais il est si rarement cité et si singulier que j'avais envie de le mettre en avant. En tout cas, c'est un geste très fort de choisir pour ce premier choix. Donc en wildcard, tout de suite cette catégorie est remplie. Alors du coup, Alexandre, ça ouvre le tableau. Vous avez un choix infini. Et j'allais prendre donc le film que je voulais absolument... C'est le seul film que je voulais absolument pas qu'on me ship, parce que par ailleurs, je savais pas comment le remplacer. C'est Fury. Donc, film de 2014 de David Ayer. Peut-être, je pense, le plus grand rôle jamais tenu par Brad Pitt. Donc, du coup, en Deuxième Guerre mondiale. Donc, évidemment, en Deuxième Guerre mondiale, avec Brad Pitt, Shia LaBeouf, mais aussi John Bernthal. Un film absolument incroyable sur le débarquement. C'est un film de débarquement, mais même si c'est un peu plus tard. Un film qui est un film de char, de tank, mais qui est aussi un film de sous-marin, parce que ça joue à fond sur le fait qui fait que les films de sous-marin, c'est bien, c'est-à-dire le côté complètement fermé, et un équipage qui fonctionne et qui dysfonctionne. Et voilà, je sais pas, on va pas faire 20 minutes à chaque fois, mais... Non, mais c'est un film très fort, film sensoriel aussi, sur le bruit, le bruit des coups d'artillerie à l'intérieur du char, la caisse de résonance. Et où Brad Pitt a un rôle vraiment immense, où... un peu dans le même genre, mais bien meilleur que Inglourious Basterds. Il a à peu près la même coiffure et à peu près le même personnage, mais il est bien meilleur là-dedans. André, c'est à vous. Alors du coup, moi je suis absolument surpris d'avoir encore ce choix, parce que je pense qu'il serait pris immédiatement avant, donc du coup j'ai pas d'autres possibilités. C'est pas mon film préféré sur la guerre, mais je pense qu'il est incontournable. Je vais prendre Apocalypse Now de Francis Ford Coppola, 1979. Voilà, c'est un monument absolu de l'histoire du cinéma. Ce sont des scènes parmi les plus fortes, surtout évidemment dans la version longue, avec ces scènes sur la plantation française dans l'ex-Indochine, avec bien sûr ce bateau qui fonctionne aussi un peu sur ce mode du huis clos du char, et évidemment l'adaptation, la nouvelle de Conrad, cette plongée à la folie qui à la fois montre la guerre et montre autre chose que la guerre, et à travers la guerre montre évidemment les tréfonds, la noirceur de l'âme humaine. Donc c'est dans la catégorie post-1945, la guerre du Vietnam, dans Apocalypse Now de Coppola. Ryan, c'est à vous pour votre premier choix. Alors, par ailleurs, vous avez la particularité, donc vous êtes à la fin de la queue du serpent, c'est-à-dire vous avez 2 choix d'affilée, donc vous pouvez en choisir 2. Donc, alors, pour ma part, je vais choisir Première Guerre mondiale, mon film préféré, qui est Laurence d'Arabie. C'est un choix très conventionnel, mais en même temps, pas tant que ça par rapport à la guerre elle-même, puisqu'en fait, c'est un théâtre oublié, ou très très peu connu. Et disons-le, en fait, c'est un film qui est le contraire de ce que sont les films sur le front de l'Ouest. C'est un film épique, avec de grands espaces, qui est tout propre, qui c'est pas du tout la saleté des tranchées. Et c'est un film qui est juste magnifique. Et quand on le revoit de nos jours, on se rend compte qu'il y a des petits indices qui montrent qu'il est très en avance sur son temps. Notamment dans son traitement du héros, qui est assez critiqué en fait. Laurence n'est pas un héros clean dans Laurence d'Arabie. Il est naïf ou pas d'ailleurs. En tout cas, il prétend être manipulé, mais il y a des petites piques comme ça à son encontre qui rappellent qu'en fait, pas tellement. Et c'est un film immense. Voilà. Qui est à la fois un film et qui est aussi un concert, puisque rappelons que la musique de Maurice Jarre au début et pendant l'entracte est absolument indépassable. Je crois qu'on n'a jamais rien fait de mieux en termes de musique de cinéma. Alors vous avez aussi directement un deuxième choix.
Je vous cache pas que c'était une bonne idée de prendre Laurence d'Arabie parce que vous l'auriez pas gardé longtemps. Enfin, ça aurait pas duré longtemps. Je me suis précipité dessus. Alors c'était soit ça, soit À l'Ouest rien de nouveau, mais le 1930, celui de Lewis Milestone. Ça aurait été ça. Mais donc je reviens je vais choisir la wildcard pour le coup. Wildcard, je vais choisir un film coréen. Donc Taeguk Gi, donc Frère de sang, si je me trompe pas en français. Il n'y a pas assez de films sur la guerre de Corée et pas assez de films coréens sur la guerre de Corée. Celui-là est très bon. Il reprend vraiment en fait toutes les avancées en termes de représentation technique de ce que Spielberg avait fait dans Il faut sauver le soldat Ryan. Donc film de 2004. Voilà, visuellement terriblement violent. Je vous cache pas que c'est pas moi qui allais vous le voler celui-là. Ouais, mais il est excellent. Il est véritablement excellent. Il se regarde les yeux fermés. Les yeux ouverts préférément. Parce que moi j'en ai quelques-uns qui se regardent les yeux fermés, mais c'est pas pareil. C'est pour la fin de la liste. Faut le choisir, les yeux fermés, mais le regarder les yeux ouverts. Non, très bon film. Et surtout, il raconte une partie de la guerre de Corée qu'on ne connaît pas, notamment la répression de certains mouvements au sud, de certains mouvements nationalistes extrémistes qui se sont mis à tuer des opposants politiques que l'on accusait d'être communistes en fait au sud. Donc il y a voilà. Et le pitch en fait c'est très simple, c'est donc deux frères, l'un d'entre eux s'engage dans l'armée, son grand frère a très peur pour lui et s'engage. Le grand frère se révèle être un très bon soldat et ses commandants lui font du chantage, lui disent on retirera ton petit frère du front si tu fais des missions qui sont de plus en plus dangereuses, voire de plus en plus suicidaires. Et je m'arrête là pour le pitch. André ? Moi, je vais choisir avec beaucoup de bonheur le grand film sur la Seconde Guerre mondiale américain de 1998, c'est-à-dire évidemment La Ligne Rouge, The Thin Red Line de Terrence Malick, adapté du roman de 1964 de James Jones, qui décrit donc... il est facétieux quand même. Parce qu'on peut rappeler que vous avez une haine congénitale, et en tout cas atavique, pour le soldat Ryan. Voilà, pas pour le soldat Ryan qui est à côté de moi. Non, pas celui-là. Mais le soldat Ryan à côté de vous a la même haine congénitale pour le film de Spielberg et du même avis que vous pour The Thin Red Line. Eh ben alors, c'est merveilleux parce que c'est moi qui l'ai, Thin Red Line, et donc je suis très content. C'est un film splendide. Je sais pas dans quelle mesure c'est une bonne représentation de la guerre parce que c'est très onirique. Il y a des moments dans la mesure où on se fait chier, ça a l'air assez réaliste. Ces chants mélanésiens, ça commence par des déserteurs échoués sur une île dans le Pacifique, récupérés par l'armée, et puis c'est des hommes dans la jungle, des hommes qui font la guerre, des soldats japonais. Je dois dire que moi ça me donne tout à fait l'impression d'être un soldat qui se fait pilonner par l'artillerie, vu la lenteur avec laquelle le film il joue sur nos sens. Alexandre, pas de mauvais esprit, on avait dit pas de mauvaise foi. Moi ce film je le trouve excellent, et parce qu'en fait j'ai lu le livre et c'est l'un des rares films qui sublime le livre. Le livre est déjà très intéressant. James Jones était à Guadalcanal, donc il se base sur son expérience, mais le film va beaucoup plus loin que le livre. Et là où le livre était une espèce de plongée entomologique dans le fonctionnement d'une unité au feu, le film, lui, est une expérience mystique, en fait. Rassure-moi, vous m'avez pas cru quand j'avais dit qu'on n'allait pas faire de mauvaise foi, parce que sinon, je suis naïf. De très mauvaise foi. Je suis naïf. Alors, puisqu'il y a des esprits forts à ce micro, on va donc pouvoir savoir quel est le choix d'Alexandre Jublin tout à fait. En 7e position. Avec grand plaisir. Donc, ce deuxième choix, ce sera donc le Jared de Sam Mendes. Film donc dans la catégorie post-2001, quoi. Post-1945, film de 2005 avec évidemment Jake Gyllenhaal, Jamie Foxx, toutes sortes, John Krasinski aussi. Ça manque un peu de Belmondo tout ça. Arrêtez. C'est un film merveilleux, un film visuellement extrêmement beau. Il y a peu de... Qui par ailleurs a l'immense mérite de ne pas, ou si peu, parler de la guerre, de parler essentiellement de l'attente et de parler de la violence et de parler... Ah voilà, c'est un film superbe sur la première guerre du Golfe, avec des scènes visuellement incroyables, la scène des puits de pétrole en feu, c'est encore... j'y repense assez régulièrement. Ryan, d'ailleurs, était venu en parler dans le podcast. C'est notamment, vous nous parliez des scènes de rêve et de cauchemar. Et à quel point elle sur du Nirvana, c'était extraordinaire. Ouais. Donc voilà, je suis très content de l'avoir. J'étais pas confiant sur le fait que Ryan me le ship pas du coup, mais je suis très content de l'avoir. Simon, c'est à vous pour un deuxième choix. Eh bien moi je vais retourner du côté de cette bonne vieille Première Guerre mondiale, parce que s'il y a bien un film que j'aime à recommander à mes proches, tant il est passé
j'ai envie de dire sous les radars, ou plutôt a été appréhendé avec un peu de condescendance, voire de mépris au moment de sa sortie, c'est Cheval de guerre de Steven Spielberg. Donc tout le monde a dit, oh bah là là, Steven Spielberg va nous faire du Disney, va nous raconter l'histoire d'un petit canasson dans les tranchées, qu'est-ce qu'on s'en fiche. Je crois au contraire, je tiens ce film pour un des plus riches, intelligents et précis sur la représentation de ce que c'est qu'un conflit mondial. Parce que du fait du personnage principal, donc un cheval qui va passer de camp en camp. Il s'appelle comment le cheval ? Je ne me souviens même pas de son nom. Je suis même pas sûr qu'il en ait un. C'est un cheval de trait qui est saisi par l'armée britannique et qui, au gré des batailles, va passer d'une faction à l'autre, d'un propriétaire à l'autre. Et du coup, on se retrouve face à un film très dépassionné qui est pas là pour nous dire pourvu que les Britanniques gagnent, pourvu que les Allemands perdent, qui est là pour nous chroniquer l'horreur absolue d'une guerre qui se fait entre des pays, des empires, des factions, des alliances qui sont à la fois indiscernables et pourtant très différentes. Le film, uniquement par le biais de sa mise en scène, arrive à représenter, on va dire, tout ce que ce combat-là, cette guerre-là, bah, comme toute guerre, vous me direz, mais peut avoir à un moment d'arbitraire, voire d'absurde. Il y a, et je n'en spoilerai pas plus que ça, mais une séquence de mise à mort d'enfants qui sont considérés pour le fait d'avoir volé un cheval, en fait, un petit cheval qu'ils voulaient protéger, comme des vols, enfin, je sais pas si profiteurs de guerre n'est pas le bon terme, mais bref, qui vont être exécutés par des soldats. À l'aube, devant un moulin, c'est une des scènes les plus fortes et les plus éprouvantes, je crois, que j'ai vues de toute ma vie. Et pourtant, malgré tout ce que je viens de vous dire, Cheval de guerre demeure tout de même un film candide et relativement naïf, c'est-à-dire qu'il arrive à tenir ces deux bouts-là du cinéma. Je trouve vraiment c'est un très 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 gros morceau de cinoche. Et surtout, dans le cinéma contemporain, il me semble qu'on fait plus une très grande place à la Première Guerre mondiale, donc j'avais très envie de présenter un film contemporain traitant de ce conflit. Et vous avez du coup un deuxième choix directement, puisque c'est à vous de faire le virage. Eh bien, absolument. Je suis épris soudain d'un doute. Nous avons bien une section post-45. Tout à fait. Très bien. Eh bien, en post-45, je vais parler d'un film, alors là, qui a été totalement oublié, qui doit avoir peut-être 15-16 ans maintenant, qui est un diptyque, qui est phénoménalement ambitieux, qui représente quelque chose que je n'ai très rarement vu sur grand écran, et qui le fait, je trouve, extrêmement bien, c'est le Che. Sur Che Guevara de Steven Soderbergh, donc dans lequel et c'est très bien, là j'ai un petit trou de mémoire, mon Dieu. Gaël Garcia Bernal? Non, pas du tout. Attends, excuse-moi. Benicio del Toro. Merci. Dans lequel Benicio del Toro interprète Che Guevara. Le film est donc un diptyque, c'est-à-dire un premier film sur la révolution et sur la prise de Cuba, et un deuxième sur les dernières années et sur les dernières années, les derniers mois de la vie du Che. C'est un film qui est, comme souvent avec Soderbergh, remarquablement mis en scène, extrêmement bien écrit. Passablement retors, parce qu'il joue aussi avec nos attentes d'exaltation. Est-ce qu'on va voir un grand rebelle? Est-ce qu'on va voir un grand combattant de la démocratie, du marxisme, etc. Peut-être, mais peut-être pas. Et à quoi ça ressemble? Ce que j'ai envie de dire, tel qu'il est représenté dans le film, j'entends, un vieux chien de guerre qui repart sur un terrain de trop, sur une opération lointaine dont il ne maîtrise qu'en partie les tenants et les aboutissants. C'est un très beau film sur l'engagement, sur les illusions qui peuvent tant être nécessaire qu'être fatal à cet engagement, et il a été hélas oublié. Je vous encourage vivement à le regarder. Très bien. Eh ben, en fait, moi je l'ai pas eu. Je veux dire. Très bien. Et ben donc moi c'est mon troisième choix à présent, et je suis encore tout à fait ébahi d'avoir ce choix disponible, parce que c'est vraiment la catégorie qui m'a donné le plus de mal. Vraiment j'avais pas beaucoup de gras et de rab, et j'ai quand même mon premier choix. C'est donc La Taupe, film de 2011 sur espionnage, Tinker renseignement. Tailor Soldier Spy. Exactement, de Thomas Alfredson, avec une distribution fantastique, avec Gary Oldman qui est incroyable, avec Colin Firth, avec Tom Hardy et Benedict Cumberbatch aussi. Voilà, un film incroyable qui en plus a l'immense mérite d'être une très bonne adaptation du meilleur écrivain d'espionnage de tous les temps, c'est-à-dire John le Carré. Voilà, je crois que le choix parle de lui-même. C'est, je pense, le meilleur film d'espionnage depuis 50 ans. Si on compte pas les James Bond dedans, on pourrait compter les James Bond, mais c'est un genre encore un peu différent. Ouais, magnifique rôle de Tom Hardy aussi, où pour une fois on voit son visage. Oui, et il parle pas, tu sais, comme quelqu'un qui aurait mangé des chamallows au shuriken. Ou des homards crus. Ouais. Mais là, c'est un petit taquet d'André à Dunkerque, qui est un film qu'il déteste aussi. Oui, au contraire. Non, mais faut pas dévoiler ma stratégie. Ah merde. Non, moi j'aime bien Tom Hardy, j'aime bien. Pour le coup, dans Dunkerque, on voit pas beaucoup. Il est excellent dans Locke. Ouais. C'est un c'est un huis clos où il est tout seul, un one man show.
Très bon film. Alors, Tinker Tailor Soldier Spy, je signale au passage qu'il y a aussi une adaptation BBC de 1979 avec Alec Guinness qui joue Smiley, qui est visible en intégralité sur YouTube. Et vraiment, faites-vous plaisir. Si vous avez 6 heures devant vous, allez regarder ça. Allez regarder ensuite Smiley's People, l'assurance d'un week-end réussi, pas très sociable, mais réussi. C'est un ça. très, après, on regarde ses potes un peu différemment, etc. Mais on assume. C'est un très beau film. Quel pote. Film pas évident. Pas évident si on n'a pas lu le livre, à mon avis. Je pense qu'il y a quand même un scénario. Voilà, si on n'est pas familier de l'histoire, c'est pas simple. Alors, c'est à moi. Mais juste, c'est l'avantage, c'est que on comprend très bien en lisant John le Carré, en voyant le film, qu'on ne comprend rien à l'espionnage. C'est juste des jeux dans des jeux dans des jeux dans des jeux, et à la fin, il y a un méchant. Il y a un communiste. Pour moi, ce qui est vraiment intéressant, et c'est là toute la subtilité de John le Carré, c'est de dire qu'en fait, il n'y a pas des camps. En fait, c'est pas des gens qui se trompent volontairement les uns les autres pour se jouer. C'est juste des gens qui ont des destins et dont la loyauté change, mais au gré de leur vie, tout simplement. Et Colin Firth est, je trouve, pour moi, le meilleur acteur dans ce film, parce que c'est celui qui arrive, qui est en quelque sorte... Voilà. On dévoile rien, parce que... Pas de spoiler, mais c'est le meilleur. Ouais, mais Gary Oldman a dedans un truc de violence. Enfin, je trouve qu'il fait très britannique, quoi, de violence complètement cadenassée à l'intérieur. Je préfère là-dedans que dans Churchill, personnellement. Alors, film d'espionnage. Bon, alors là, je suis un peu contraint stratégiquement parce que effectivement, film d'espionnage, c'est pas la catégorie la plus simple. J'ai eu un peu de mal aussi. Je pense que je vais prendre un film que j'aurais pu choisir ailleurs. D'ailleurs, j'ai aujourd'hui mis le t-shirt, donc voilà, c'est un de mes films de chevet. C'est évidemment The Hunt for Red October, La poursuite d'Octobre Rouge, qu'on pourrait prendre en film naval, qu'on pourrait prendre en film de guerre froide, mais qui est aussi fondamentalement film d'espionnage. Jack Ryan, analyste de la CIA, qui découvre sur des photos prises par des agents britanniques qu'il y a des portes suspectes à l'arrière d'une nouvelle classe de sous-marins soviétiques, la classe Typhon, et que ces portes sont un système de propulsion hydrodynamique silencieuse qui permettra à ce sous-marin peut-être d'arriver secrètement aux États-Unis. Et du coup, s'ensuit cette poursuite avec des jeux de guerre, mais aussi des jeux de dissimulation et d'espionnage, et évidemment un rôle absolument gigantesque pour Marco Aurelius, Sean Connery himself, voilà, qui campe ce capitaine de sous-marin soviétique. Je rappelais avec son accent russe. Sinon, on a parlé d'ailleurs, Alexandre. Ouais, je rappelais avec un bout d'émotion que c'est votre première apparition dans le collimateur, André, c'était pour parler d'Octobre Rouge. C'était prédestiné. Parlons tout de même de l'accent russe inénarrable de Sean Connery dans ce film. C'est l'accent russe de quelqu'un qui n'a jamais voulu enlever son accent écossais. Donc on est sur de l'accent transgénique. Voilà, c'est au moins Gérard Butler, niveau Gérard Butler dans 300 aussi, hein, c'est au niveau accent. We'll play our old game with our old friends, the American Navy. Ryan ? Alors, film en costume, voilà, j'ai eu une hésitation, voilà. Je vais sortir des films dont on ne parle pas souvent, auxquels on ne pense pas, en fait, quand on parle de films en costume. Et je vais sortir un diptyque, pour le coup. Ouais, aussi. Red Cliff, de John Woo. Tout le monde est en train de googler frénétiquement, voilà. Sauf Simon qui évidemment est le cinéphile de la bande, donc lui il connaît. Red Cliff de John Woo est adapté en fait de grands classiques chinois. Ah, Les Trois Royaumes. Les Trois Royaumes, exactement. Je l'ai pas vu non plus, mais immense film épique qui reprend des personnages qui sont classiques, qui ont été traités et retraités des dizaines de fois dans le cinéma chinois. Mais j'ai adoré. Je trouve que c'est mieux qu'un péplum. Puis ça diversifie un peu parce que bon, les péplums, c'est bien. On va parler de Gladiator, on va parler de Ben Hur, etc. Voilà. Et on ne parle pas assez de l'Antiquité dans d'autres pays. Et quand on a des cinémas de ces pays-là qui racontent leur propre histoire, c'est sympa. Et puis quand c'est John Woo, quoi. Et John Woo, on l'attend pas souvent au cinéma en costume parce que voilà, film de gangster surtout. Moi, j'ai adoré Hard Boiled, donc à toute épreuve. Mais là, on a un film qui est épique, qui est bien fait, qui est prenant. Et qui est magnifique, visuellement magnifique. On aurait dû changer la règle du jeu pour que les gens qui prennent un diptyque crament 2 pics à chaque fois, non ? Ce serait pas plus juste, Alexandre ? Là, vous cherchez juste à gagner, André. Je me permets pour celles et ceux qui nous écoutent de préciser que, je sais pas si c'est uniquement le cas en France, ça va être je pense dans une bonne partie de l'Occident, le film Les Trois Royaumes a aussi été exploité dans une version courte et il faut privilégier la version longue qui est vraiment, j'imagine celle dont vous nous parlez, qui est exceptionnelle. Je veux dire simplement, pour moi, tous ces trucs-là, c'est un jeu vidéo auquel je jouais frénétiquement quand j'étais jeune, qui s'appelait Dynasty Warriors 2 sur PlayStation 2, où j'ai fait la bataille des Trois Royaumes en long, en large, en travers. Et du coup, enfin, bref, c'est pour la prochaine draft. Tout à fait. Très bons acteurs aussi. Hein. J'ai pas parlé des acteurs, mais il y a de très très bons acteurs. Il y a Takeshi Kaneshiro, par exemple, qui est sino-japonais, qui est un excellent acteur. Il y a voilà. Deuxième choix directement.
Deuxième choix directement. Alors, on m'a piqué la ligne rouge. Que j'avais mis en bonne position, mais bon, c'est de bonne guerre parce qu'on en a dit du bien. Donc du coup, je vais sortir un film dont je suis sûr qu'on ne va pas me le piquer. C'est qui s'appelle dans la langue, pardon pour l'accent, Tuntematon Sotilas. C'est un film finlandais de 2016 sur ce que les Finlandais appellent la guerre de continuation. Donc sur le front nord contre les Soviétiques, et c'est un excellent film. Il n'est pas grand, il n'est pas grandiose, il n'invente rien, il ne réinvente rien. Il est terriblement efficace, bien fait, bien filmé, bien tourné, avec des personnages auxquels on s'attache, qui sont assez taiseux, et on retrouve vraiment surtout une espèce d'esprit finlandais dans ce film, notamment avec le personnage principal qui est cette espèce de vieux soldat qui a déjà fait la guerre d'hiver, mais qui est un fermier. Fermier simple. The Unknown Soldier 2017. Voilà, le soldat inconnu 2017. Tuntematon Sotilas. Voilà, exactement. Effectivement, je ne l'avais pas sur ma liste. Non, moi non plus. Mais ça me rappelle celui que j'aurais pu avoir sur ma liste, qui est un film qu'on a fait, pareil sur la guerre d'hiver, mais qui est vraiment Tarantino au Grand Nord. Là. Sissou. Oui. Sissou, voilà. De l'or et du sang, qui est aussi un film fantastique. Donc là, on était dans quelle catégorie, Ryan? Deuxième guerre mondiale. Deuxième guerre mondiale, très bien. André. Alors, pas évident, le tableau est en train un peu de se complexifier, de s'éclaircir. La raison, les sentiments, je crois que les sentiments, l'histoire me poussent vers la Première Guerre mondiale et me poussent vers tout simplement Kubrick et Paths of Glory, Les Sentiers de la Gloire, 1957, un film... C'est ce qui est à peu près exactement votre sujet de thèse, on peut le préciser. Voilà, alors ailleurs. oui, non, parce que justement, comme tous les gens ont vu Les Sentiers de la Gloire, ils pensent que ça porte sur les mutineries, alors que le film est en 1916, c'est pas des mutins, c'est des types qui n'ont pas voulu attaquer. C'est plus compliqué, mais ça reste évidemment la justice militaire dans toute sa brutalité. Et Kubrick est un maître à la fois pour filmer la tranchée, ce travelling arrière quand le colonel Dax, Kirk Douglas, va haranguer ses hommes et ensuite monter à l'assaut, et puis ensuite pour filmer l'espace du château, le damier de la salle de procès improvisé dans lequel les soldats vont être condamnés à mort, et Dax essaie de les sauver, ce qui est à la fois le militaire et l'avocat. Bon, c'est un immense film, tout a été dit sur lui, et je pouvais difficilement faire autrement que de le prendre. Juste une petite mention pour ce film, tout de même, juste pour rajouter une couche. La scène finale de Cabaret est, à mes yeux, l'une des plus belles scènes de film de guerre jamais tournées. Très bien, alors c'est maintenant à moi, pour un film dont je ne pensais pas réussir à le récupérer encore à ce stade, mais puisque André a choisi un truc qui était un peu ses sujets de recherche, je vais le faire la même chose. Master and Commander. Bien. Et voilà, personne. Voilà, c'est. Je pense. Sachez, monsieur Jublin, que du coup, ce que je mettrai en film naval, vous en êtes entièrement responsable. D'accord. Idem. Donc. Entièrement responsable. 2003, Peter Weir, évidemment, avec Russell Crowe, qui est un film qui est pas parfait, mais qui est quand même vachement bien. D'ailleurs, je pense que c'est la première fois que je suis passé dans Parole d'Histoire. C'était pour parler de Master and Commander. Absolument, avec Olivier Aranda aussi, qui nous avait parlé des livres sur on s'est adapté, Patrick O'Brien, voilà, grand plaisir de lecture. Alors on peut. J'ai des pinaillages dessus et j'en parlais dans Parole d'Histoire, mais c'est pas l'objet aujourd'hui. Mais voilà, quand même un très très grand film avec c'est un film globalement parfait à tout point de vue, si ce n'est qu'il n'y a pas trop la mer et les vagues, mais à part ça, c'est. Il coche quand même beaucoup de cases du film naval, parce qu'il y a la tempête, il y a la. Je veux dire, c'est pas mon film naval, hein. C'est mon film en costume. Très bien. C'est mon film en costume. Il complexifie encore le jeu. Il était aussi là, hein, dans ma catégorie film en costume. Ouais. Simon ? Eh bien, puisque vous parlez film en costume, moi aussi je vais y aller de mon côté, mais je n'ai pas la même période. C'est un film dans lequel, s'il y a des costumes, les gens aiment bien les enlever. Mais moi je l'aime beaucoup. 300, non. Et tu vas voir qu'il y a. C'est un film de Paul Verhoeven qui est La chair et le sang. Alors. Ouh. Absolument. Alors qu'on pourrait ne pas classer instinctivement dans le film de guerre parce que ça n'est pas pays contre pays, armée contre armée. Mais c'est un siège. Ouais. Mais voilà, mais c'est une histoire de siège et en fait d'escarmouches, de seigneurs se faisant des bisbilles, payant des mercenaires pour aller attaquer le château de l'autre. Et puis, tout ça, c'est un peu Game of Thrones avant l'heure, mais c'est vu par le Hollandais violent, à savoir donc notre ami Verhoeven. Mr. Robocop himself. Absolument. Et donc, le Hollandais violent, qu'est-ce qu'il fait ? Il nous raconte que tout ça, c'est aussi une histoire de désir, de violence de classe, parce que ces mercenaires, ce sont moins que des soldats, moins que des seigneurs, pas des chevaliers, mais tout d'un coup, ils peuvent s'élever, ils peuvent monter en grade socialement grâce à ces conflits, à ces escarmouches. Et on va suivre, donc à travers Rutger Hauer, tout simplement une troupe de mercenaires qui vont à un moment devenir des prototypes
auto-seigneur. Tout ça sur fond d'épidémie, d'éveil sexuel, de massacre à grande échelle. C'est un remarquable film qui dépoussière encore une certaine vision du Moyen-Âge, pas tant parce qu'il serait infiniment plus réaliste, mais parce qu'il est infiniment plus viscéral et vivant que la plupart des représentations qu'on a de cette période. Du coup, vous avez encore un nouveau choix pour enchaîner sur celui-là. Eh bien, je vous entendais dire, camarades, que espionnage, c'était pas si facile, et donc je me suis dit, mince, c'est qu'ils ont tous pris le même truc que moi. Dieu merci, non. Moi, je vais balancer Munich, qui, certes, est un film où on parle conflit, etc., mais où il est quand même véritablement, et me semble-t-il, de manière plus primaire que dans beaucoup d'autres films d'espionnage, question de comment on espionne, comment on se renseigne. Des fois, d'ailleurs, on ne se renseigne pas, on a une source qu'on nous a validée, qui nous donne une info, qu'on n'a pas que le choix de suivre. Des fois, on va chercher, on va creuser, on tue, on assassine, on y arrive ou pas. C'est une véritable leçon de mise en scène. Je pense aussi que c'est un des films les plus admirables qui a été mis en scène ces 30-40 dernières années sur la violence. Qu'est-ce que c'est que la violence? Qu'est-ce que c'est que des corps criblés de balles? Qu'est-ce que c'est quand on est un soldat, qui n'est pas ni un artilleur, ni un fantassin, qu'on est un espion qui peut être amené à tuer? Qu'est-ce que c'est tout d'un coup que ce surgissement de la violence physique? Le film est remarquable, il y a quelques-uns des plus beaux plans de la carrière de Spielberg. Et enfin, je le mentionne à peine, mais je me devais de le faire, je ne l'ai pas mis dans ma liste parce que c'est le primat du critique ciné. C'est un film qui n'est pas encore sorti, mais j'encourage, qui sortira dans exactement, je crois, 15 jours ou 3 semaines, qui s'appelle Les Fantômes, film français sur des réfugiés syriens en France qui traquent leurs bourreaux syriens au son. Parce qu'ils n'ont comme seul souvenir et trace de leurs bourreaux, les souvenirs sonores, vu qu'ils étaient masqués, entravés, etc. Voilà, je le mentionne simplement, c'est un des plus beaux films d'espionnage de ces dernières années, c'est un film français, il sort dans quelques semaines, surveillez-le, ça s'appelle Les Fantômes. Donc la stratégie de Simon, c'était de prendre que des films de Spielberg, on a bien compris, donc on s'attend au pire pour la suite. Alexandre, il a été relativement prolixe, donc ça peut... Alexandre, c'est à vous pour le 18e choix. Et donc, là, je suis très content parce que je pense que j'emmerde tout le monde en plus en faisant ça, et parce que j'ai déjà pris Master and Commander, et du coup pour mon deuxième film de guerre navale, ça va être Das Boot. Donc ce film de sous-marin de la Seconde Guerre mondiale, qui est un film de 1981 incroyable, sur l'équipage d'un U-boat, film de Wolfgang Petersen, qui traque des convois dans l'Atlantique. C'est un film merveilleux sur ce que c'est que la sous-marinade, bien avant pas forcément avant, mais parallèlement à la profusion notamment de films américains là-dessus, USS Alabama, etc., tant d'autres. Voilà, Das Boot, c'est un film de sous-marin, mais c'est crade, ça fuit un peu, on a peur, c'est un film merveilleux. André ? Alors du coup, je suis aussi poussé vers le film naval, et je vais essayer de caser en film naval, si vous en êtes d'accord, un film que j'ai absolument adoré, avec lequel j'ai des désaccords constants avec beaucoup de gens qui le détestent, avec de bonnes raisons. Il y a de la mauvaise foi. Évidemment, c'est Dunkerque, de Christopher Nolan. Dunkerque qui est fondamentalement un film naval parce que alors il n'est pas que ça, évidemment il y a des batailles aériennes avec des Spitfire, il y a des gens qui patientent sur une plage et qui essaient de partir, mais ils essaient de partir comment? En bateau, les gros bateaux se font pilonner, ils sont trop profonds pour arriver jusqu'à la plage, donc ils vont embarquer dans des plus petits navires. Ces plus petits navires, c'est aussi les navires des civils britanniques réquisitionnés ou qui par eux-mêmes vont traverser la Manche pour aller sauver des gens, et ils montrent ces gens ordinaires, marins du dimanche, et qui là tout d'un coup vont traverser la Manche pour aller sauver des soldats. Et d'ailleurs à cette occasion il y a un soldat joué par Cillian Murphy qui est en PTSD, qui a failli être torpillé, et qui tue accidentellement quelqu'un. Et c'est aussi cette mort bête à la guerre que montre ce film. Il y a plein de choses très émouvantes, il y a une musique incroyable de Hans Zimmer, il y a le sentiment de claustration peut-être le plus fort que j'ai jamais ressenti devant un film, lorsque ces hommes sont à l'intérieur de ce dragueur de mine ou torpilleur, et puis qui tout d'un coup reçoit un coup ou une mine, et donc ils coulent, ils sont enfermés, ils n'arrivent pas à sortir, et vraiment cette sensation de la vulnérabilité en mer pendant la guerre est montrée de manière extraordinaire. Donc voilà, c'est un film qui montre pas bien l'armée française, qui ne montre pas du tout bien le bordel de la plage de Dunkerque au moment de la guerre. Ça, voilà, le réalisme n'est pas là sur ce plan-là. Mais en revanche, qu'il assume ceci. Qu'il assume, voilà, c'est un parti pris. C'est un parti pris, c'est une temporalité incroyablement cérébrale comme toujours chez Nolan. Enfin voilà, c'est un film exceptionnel pour moi, donc je suis très content de pouvoir le choisir. Je suis assez d'accord. Je veux dire simplement, je pleure toujours à la dernière scène, mais je pleure à chaudes larmes. Ça m'arrive pas tant que ça. Je sais ce qui va se passer. Non, mais moi aussi, j'ai pleuré en regardant Dunkerque, notamment sur les 8 livres que j'ai dépensés pour le voir. Ryan, à vous. Alors, post-1945, donc voilà. Donc on m'a piqué Jared. Du coup, fallait le choisir avant, vous aviez 2 choix.
la 317e section. Bien joué, On a bien sûr. parlé... Comment il a pu attendre Et moi, le mais- 6e tour, c'est vrai. Parce que tout le monde a des films Bah oui, post-1945. bah oui. La catégorie était, Ah, je c'est pense, ça. un peu trop large. On Ouais. aurait dû faire une catégorie Vietnam à part entière. Je pense qu'on aurait dû faire plutôt Indochine-Vietnam. Ouais, ou plutôt, en fait, moi, je pense qu'on aurait dû tirer le trait, en fait, justement, à la guerre du Golfe. C'est-à-dire, en fait, dire film de la période de la guerre froide, et puis film post-guerre froide. Ouais. Bon. Et dans ce cas-là, effectivement, Jared aurait pu rentrer dans la même catégorie que post-2001. Mm. Enfin, bref. Oui, la 317e Oui, section. parce qu'en fait, la catégorie d'avant, on fait la guerre aux Chinois et ensuite on fait la guerre aux Arabes, quoi. C'est ça. Ouais, voilà, c'est ça. C'est quand même bien fait. Mais, ouais. On parlait, c'est marrant, on a parlé de Nouvelle Vague. Pour moi, la 317e section, c'est ça. C'est un film de la Nouvelle Vague. C'est le seul film de guerre de la Nouvelle Vague. À bien des égards, oui. Ouais. Et bon, il est génial parce que bon, moi je suis un ancien sous-officier, c'est l'un des meilleurs films sur la relation entre un sous-officier et un officier. Et puis Donc, entre Jacques Perrin et Bruno Kremer. Absolument. Et puis j'adore cette espèce de descente lente dans la... Alors c'est même pas la folie, mais cette espèce de déliquescence. La section elle-même se fait ronger par la jungle. Et puis bon, avec cette fin qui est la fin qu'elle est. Mais il est terriblement cru, en fait. Il n'est pas cru dans le sens qu'il montre du sang, etc. Mais il est terriblement sobre. Mais il reste d'un réalisme extraordinaire, je trouve. Très bien. Deuxième choix, directement. On est au début du 6e tour. Là. Alors, deuxième choix, je vais prendre mon film post-2001. Et là, pour le coup, je vais prendre un documentaire. Je sais, c'est un peu Est-ce que c'est bizarre. validé? Ouais, on peut. Oui, Alors, c'est un film. Il est sorti au cinéma, Sûr, donc... ouais, mais ouais, c'est quoi? bien sûr. Et je vais prendre Restrepo. Je sais pas ce que c'est. Alors, Restrepo est un documentaire qui a été tourné sur une base américaine dans la vallée de Korengal, si je ne me trompe pas, en Afghanistan. Et ils vont suivre, en fait, ces Américains pendant 1 an, pendant leur tour of duty, sur cette base qui est très mal située, puisqu'en fait, elle est en contrebas de la montagne. Et donc, les troupes se font Donc allumer. ils n'ont pas de high ground. Non. Pour faire une petite référence à Star Wars. Hello there. Et donc, effectivement, ils passent un sale moment et il va y avoir des pertes. Et donc, les images prises sur place sont entrecoupées d'interviews après, des vétérans, bien après la mission. Voilà. Et à voir. Ok, très bien. André? C'est tout de suite à moi. Ouais. Je Ouais, cache pas que le son, ça n'a pas trop changé. Je pense que je vais aller chercher en wildcard. Je vais remplir mon roster de films Deuxième Guerre mondiale, mais c'est pas grave, parce qu'il y a un film qui m'a bouleversé. Quand Donc je l'ai vu, j'ai eu le plaisir de discuter avec son réalisateur, Arthur Harari. C'est le film Onoda. Onoda, 10 000 nuits dans la jungle, qui raconte l'histoire de ce soldat japonais qui a continué à se battre aux Philippines, bien que la guerre était terminée. Il s'est rendu seulement en 1974 et il a survécu. Et entre la folie et la logique de son endoctrinement terrible, parce qu'en plus il était dans une unité spéciale chargée de continuer la guerre après la guerre, de faire des réserves, de stocker des armes, etc. Il a refusé d'admettre que la guerre était finie, et c'est un film dont la matière première vraiment est le temps qui passe, et la façon dont il filme cet homme, au départ plusieurs hommes, et puis finit seul. Voilà, ça m'a bouleversé, j'ai trouvé que c'était exceptionnel. Donc voilà, beaucoup de films Deuxième Guerre mondiale, mais il faut dire que elle est extrêmement graphique, cette guerre extrêmement suggestive visuellement, cinématographiquement. Alors, c'est maintenant à moi. Bon, ça rentre pas tout à fait dans les règles qu'on a mises au début, mais je vais le mettre dans la wildcard, donc je pense qu'on va pouvoir m'accepter. C'est, encore une fois, Le Hollandais violent. C'est Starship Troopers de Paul Verhoeven. Donc on est un petit peu dans la SF. Un petit peu, ouais. Non, oui, bien sûr. Non, mais alors écoute, je veux dire. On est dans une société proto-fasciste, militarisée. Donc tu veux dire, on est dans l'anticipation en fait. Voilà, voilà. On est le 8 juillet, quoi. Non, mais c'est. dans une semaine. Voilà. Non, mais si c'est pas validé, je prends autre chose. Alors moi, je te valide parce que j'ai une bonne raison pour te le valider. Moi, je suis contre parce que c'est vraiment adapté d'un roman de science-fiction, donc c'est non pour moi. C'est non. Moi, je me range à la hiérarchie. Très bien, donc c'est non, donc je vais en trouver un autre, pas de souci. Je me redéploie facilement face au canon conforme. Qu'est-ce que je vais prendre? Ouais, ok. Très bien. Bah alors, plus classique.
Ok. Eh ben, Première Guerre mondiale, Capitaine Conan. Oh, je suis très heureux que tu l'aies choisi. Voilà, Bertrand Chouette. Tavernier. C'est bien qu'il y ait Tavernier. Voilà. C'est pas mon préf, mais c'est bien qu'il y ait Tavernier. Non, mais voilà, j'étais pas très, j'avais pas tant de films que ça en fait pour la Première Guerre mondiale. C'était pas si évident Il y a à partir beaucoup du moment de où, navets. ouais, à partir du moment où on n'a pas envie de faire 1917 et Navet. voilà, ni Au revoir là-haut. Au revoir là-haut, c'était pas si mal. Mais Bon, bon, bref. il y a de belles choses, mais finalement, c'est post-guerre plus que guerre. Et moi, j'ai hésité avec La Chambre des officiers, mais je l'ai pas mis pour la même raison. Mais Capitaine Conan, voilà, Philippe Torreton, les corps francs, Le front bulgare. le front bulgare, enfin surtout la fin de la guerre. Mais Voilà. à le revoir, c'est un très beau film. Il y a des séquences, par exemple, où le son s'arrête, il n'y a que de la musique avec des fondus enchaînés sur des images. C'est un très beau film aussi. Et qui travaille déjà ce paradigme, qui travaille toutes les armées, notamment contemporaines, de force spéciale, force pas spéciale, et qui sont les héros, etc. Et nous, on fait des choses exceptionnelles. Et oui, mais en fait, tout le monde peut pas être comme vous, parce que sinon, La guerre, vous l'avez faite, nous l'avons gagnée. Voilà. Et sur le fait que, oui, bah, en même temps, vous êtes un peu détraqués, et si tout le monde faisait comme vous, on perdrait la guerre. Oui, et voilà. puis sur un aspect de la guerre, sur la continuation, la fin en pointillé de la guerre, qui est, moi, quelque chose, je me souviens que j'ai découvert à l'époque, parce que c'est pas particulièrement enseigné, et que ça On n'a avait pas envoyé été... des Français pour aller combattre l'URSS. Bah, parce que c'est ça le fin de la fin du Bien film. sûr. Ouais, bien sûr. Simon, vous avez 2 choix là. Alors, j'ai 2 choix. Écoutez, je vais tout de suite passer à mon petit choix Seconde Guerre mondiale. J'étais évidemment obligé. C'est, je crois, le premier film que je suis venu défendre à ce micro. C'est évidemment Croix de fer. Parce que, tiens, voilà du nazi. J'étais aussi obligé de faire cette blague. Non, Croix de fer, qu'est-ce que c'est ? C'est l'immense Sam Peckinpah qui va nous raconter une retraite terrible et qui va se transformer en boucherie du côté des Croix de fer, du côté de l'armée allemande. Alors, c'est un film qui est contre-intuitif à tous les niveaux et qui sera justement... un énorme beat doublé d'un scandale à sa sortie, parce que c'est un film qui nous montre des soldats allemands dont certains sont affreux, mais dont beaucoup sont humains, trop humains, et sont simplement des soldats, et qui vont essayer de survivre à une guerre qu'ils sont en train de perdre, et qui va leur rouler dessus comme un Sherman sur le bocage normand. Et le film est admirablement mis en scène. Le revoir aujourd'hui, bien loin des polémiques de sa sortie et bien loin de l'aura de soufre qu'avait Sam Peckinpah de son vivant, c'est constater à quel point Peckinpah a toujours été un metteur en scène qui travaille la question de la violence. Pas quelqu'un qui fait de la violence gratuite, quelqu'un qui confronte son spectateur, non seulement à la violence, mais y compris à la possible ou théorique ivresse qui irait avec elle. Et voilà, c'est un vrai film sur la violence en général, sur notre rapport aussi à l'empathie, à l'altérité. Est-ce que je peux être en empathie avec ces soldats allemands qui sont en train de se faire massacrer ? Comment et pourquoi et sur quelle modalité ? C'est un film absolument incroyable. C'est la fin du 6e tour. Je propose de récapituler un petit peu où on en est, qui a quoi pour l'instant. Donc Alexandre a choisi Capitaine Conan, Première Guerre mondiale, Fury, Deuxième Guerre mondiale, Jarhead, post-45, Master and Commander pour un film en costume, La Taupe pour un film d'espionnage et Das Boot pour un film naval. De mon côté, Les Sentiers de la Gloire pour la Première Guerre mondiale, La Ligne Rouge pour la deuxième, Apocalypse Now pour post-45, Octobre Rouge pour le film d'espionnage, Dunkerque pour film naval et Onoda en wildcard. Pour Ryan, on a Laurence d'Arabie en Première Guerre mondiale, Tuntematon Sotilas, si je prononce bien le finnois, en Deuxième Guerre mondiale, la Vous avez fait ça toute votre vie. 317e section pour post-45, Restrepo pour post-2001, Redcliffe, le film donc chinois, pour le film en costume, et il m'en manque un, Frère de sang. Les Frères de sang. Et Frères de sang en wildcard. Pardon. Et pour Simon, on a donc Le Cheval de guerre, La Croix de fer de Peckinpah, on vient d'en parler, Che en 2 volumes, Munich pour le film d'espionnage, Zulu Down, et je crois qu'il m'en manque un qui serait... La chair et le sang. La chair et le sang, très bien. La chair et le sang, c'est donc en catégorie costume. Très bien. Alors on va passer Et on est donc au début du tour. 7e tour. Il en reste donc 3. Chacun a encore 3 cases à remplir. Simon. Eh bien écoutez, ce sera, j'ai envie de dire, mon dernier tour sérieux, parce que Naval et Mauvais Film ne seront pas très sérieux, je dois vous l'avouer. Alors voilà, c'est mon dernier moment de premier degré. Évidemment, pour moi, post-2001, il n'y en a qu'un, c'est Zero Dark Thirty de Catherine Bigelow, qui est, je pense, un chef-d'œuvre, un des films dont la mise en scène est, c'est l'expression que je vais utiliser, une grosse tarte à la crème, mais c'est une mise en scène au scalpel, littéralement. C'est une lame tranchante qui va jusqu'à l'os, qui n'a aucune pitié, qui ne fait pas de circonvolution. On va donc suivre un personnage fictif, mais dans un cadre
ultra réaliste. Une femme d'une 40aine d'années qui travaille pour la CIA et qui fait partie qui n'est pas à la tête mais qui est assez haut placée dans les équipes de renseignement qui cherchent Ben Laden. Au lendemain, donc, littéralement, du 9/11. Et ce qui est assez incroyable, c'est que le film est, bon, à tout. J'aurais aussi pu le classer en espionnage, quelque part. Il a beaucoup d'atours du cinéma d'espionnage, mais c'est un vrai film, j'ai envie de dire, sur la faillite morale et philosophique de l'Occident, et spécifiquement des États-Unis, au lendemain du 11 septembre. C'est-à-dire qu'on a des gens qui déploient des moyens monstrueux, phénoménaux, pour une fin dont ils ne sont même pas sûrs qu'elle existe, parce qu'ils traquent Ben Laden sans être bien certains, ni qu'il soit encore vivant, ni qu'il soit du tout là où ils le cherchent. Pour obtenir une victoire, sinon la Pyrrhus, ou en tout cas purement symbolique, tellement symbolique, tellement finalement fine que la dernière séquence du film, et ça n'est pas un spoiler, parce que a priori vous êtes au courant, Ben Laden est mort, où donc cette protagoniste va quitter le théâtre des opérations pour repartir aux États-Unis. Qu'est-ce que vous faisiez en Afghanistan du coup, Ryan, s'il est mal J'essaie de survivre, déjà. Et donc voilà, et donc on voit cette femme qui n'est pas une militaire, enfin pas une soldate en tout cas, une combattante à proprement parler, qu'on pourrait qualifier un peu de technocrate de la guerre, ce néologisme est de moi, et qui va donc poursuivre un but complexe, terrible, lancer là-dedans des moyens et une puissance incroyable, pour au final s'avérer dans le dernier plan du film, seule, dans un avion cargo militaire, à rentrer chez elle pour annoncer une victoire qui ne change rien. Et je trouve que c'est un film qui, moi, me fait beaucoup réfléchir à quels peuvent être nos buts de guerre, quels peuvent être le but de guerre d'une armée occidentale ou d'un Occident ou des États-Unis. Et sans pour autant être d'une quelconque manière un film qui se voudrait un tract ou une vive critique du rêve américain, comme on aime à dire nous quand on est critique et qu'on sait pas quoi dire. C'est une œuvre qui est ambiguë, très fine et assez déchirante, à vrai dire. Alors, je crois que c'est Alexandre. Ouais, alors moi aussi, après celui-là, on va entrer dans la tôle quand même, parce qu'il y a pas grand-chose. Mais non, pour Post 2001, alors j'avais le choix d'ailleurs. Je suis étonné que j'aurais pu le prendre. C'est pas celui que je vais prendre. Mais il y avait Sicario qui était toujours disponible de Denis Villeneuve, ce que je ne fais pas faire. Donc du coup, guerre contre la drogue. J'hésitais avec Sicario 2 justement. Vraiment guerre contre la drogue. Il y en a qui aiment jouer avec les limites. Non, mais c'est pas ça que je vais prendre. Je vais prendre un film qui est tout à fait complètement à l'opposé de Sicario, qui est un film que je trouvais magnifique il y a assez longtemps, qui est Ni le ciel ni la terre de Clément Cogitor, un film tout à fait... alors c'est intéressant que vous fassiez la moon, Ryan, parce que j'aurais aimé que vous me disiez ce que vous en pensez. Je ne connais pas, je ne l'ai pas vu. C'est un film sur l'Afghanistan, c'est un film sur une section française en Afghanistan qui est dans un poste avancé, qui donc scrute la montagne et les habitants, et qui bascule complètement dans l'onirique. À un moment, il y a des trucs surnaturels qui se passent, il y a des gens qui disparaissent, et c'est vraiment un film militaire qui devient un film un peu surnaturel, un peu magique, un film très très beau, très très poétique, et voilà, personnellement j'aime beaucoup, c'est peut-être le film que j'aime le plus sur cette guerre-là d'Afghanistan en tout cas. André ? Moi j'ai une question, je suis pas sûr que ça rentre, c'est pas vraiment un film de guerre, mais il y a quand même une scène de guerre dedans qui est exceptionnelle. Ouais. Est-ce qu'en film en costume je prends Barry Lyndon ? Non. Non, même en négociant. Non. En vrai, il y a une seule scène. C'est vraiment pas très guerre, quoi. Ouais. Alors, je suis pas d'accord parce que je trouve que la guerre de 7 ans couvre une partie absolument centrale et que rien ne pourrait se passer dans le film sans ça. Donc là, pour le coup, je soutiens André. Ouais, mais non, moi, quand c'était 2 contre 2, j'ai dû rechoisir. Donc André, alors avec beaucoup de regrets, voilà, parce que. Sinon, moi, je mets Jurassic Park parce que c'est la guerre contre les dinosaures, si tu veux. Bien sûr. Ça va finir comme ça. Alors je vais devoir me rabattre sur un autre choix. Du coup, je vais pas refaire Alexandre Legrand parce que j'ai défendu à ce micro et j'ai dû faire face à beaucoup de mauvaise foi, et donc c'est une expérience un peu douloureuse pour moi, alors que c'est un grand film d'Oliver Stone. Non, je vais aller vers la guerre de sécession, un film dont on avait parlé d'ailleurs ensemble, Alexandre, au micro, c'est Glory, film d'Edward Zwick, de mémoire, 91, film très intéressant, 89 pardon, ouais. Très intéressant, qui est aussi l'un des premiers grands films pour toute une génération d'acteurs hollywoodiens, dont les Denzel Washington, André Brouwer, Morgan Freeman avait déjà pas mal tourné avant, avec qui décrit l'apprentissage de la guerre par des troupes noires nordistes qui sont dans le premier régiment du Massachusetts, qui va amener des Noirs au combat, et qui est un film d'abord sur une guerre qui n'est pas tellement représentée à l'écran, la guerre civile américaine, et ensuite qui est un film aussi sur des aspects très prosaïques de la guerre. On peut pas faire la guerre si on n'a pas de chaussures, quoi, si on est pieds nus, et du coup comment on en obtient,
en particulier pour des soldats noirs à qui l'intendance ne veut pas en donner parce que c'est pas la priorité. Il y a des choses très fortes dans ce film, donc je suis content de pouvoir le prendre malgré votre mauvaise foi sur Barry Lyndon. On a eu raison d'être de mauvaise foi puisqu'il a pris un bon film du coup. Non, mais ah oui, d'accord, en fait Ryan, vous le défendiez pour saboter la sélection d'André. Ouais, non. Alors j'aurais eu 2 Kubrick comme ça, mais bon, c'est pas grave. Ryan, c'est à vous. Alors, il me reste donc 3 films comme tout le monde et alors je me pose toujours cette question. On m'a piqué quand même mes 2 titres qui étaient Munich et La Taupe. Et donc du coup, je vais parler d'un film qui est très peu connu et qui est pourtant excellent, qui s'appelle Lust Caution de Ang Lee. Et oui. Ah, je vois Simon qui réagit. Oui, mais alors c'est un souvenir très loin. Je l'ai pas revu depuis. Voilà. Et qui parle d'une espionne chinoise dans Shanghai occupée par les Japonais. Et qui joue ce fameux jeu dangereux que jouent tous les gens qui décident de résister. Lust Caution, donc voilà. Désir, danger au Québec, me dit Wikipédia. Voilà. Mais qui fricote au plus près de l'occupant japonais, mais pas que. Il y a toutes sortes de choses, d'intervenants, d'acteurs dans les magouilles qui ont lieu dans le Shanghai de ces années-là. Et c'est quelque chose à se brûler les ailes. Et donc à voir absolument de très très bons acteurs. Tony Leung évidemment qui a le rôle masculin principal, mais bon les actrices, il y a Joan Chen aussi. Enfin, c'est un très bon film. Shanghai dans ces années-là, de toute façon, c'est un terrain de jeu, un décor extraordinaire qu'on aimerait revoir vraiment parce que c'était une époque à cet endroit-là assez extraordinaire et on n'en parle pas assez. Il y a quand même Indiana Jones 2 qui commence par oui, avec 2001, bien sûr, qui s'appelle le Cercle Obi-Wan, si je ne me trompe pas d'ailleurs. Absolument. Oui. C'est à Ryan encore de non, c'est à Ryan, pardon, c'est un deuxième choix, pardon. Alors, c'est votre avant-dernier, Ryan. Voilà, et problème. Donc, je vais choisir le film naval, mais par contre, je m'insurge parce que je comprends pas pourquoi il y a une catégorie navale, mais il n'y a pas de catégorie aérienne. On peut très bien la rajouter au dernier moment. Ouais. S'il y a une catégorie navale, il devrait y avoir une catégorie aérienne. Comme ça fait 10, ça fait rond. Allez. Ouais. Alors, je vais prendre La Mer Cruelle, 1953. Et c'est un film qui est vraiment... c'est criminel de ne pas le connaître. Parce que c'est un de ces très très bons films qui sont faits à chaud, après la Seconde Guerre mondiale, mais qui sont basés sur des témoignages, et qui ne sont pas justement les films grandiloquents ou divertissants des années 60. On est encore dans un film où dans ces années 50, on a des films où il y a une véritable réflexion. Et La Mer Cruelle se passe durant la bataille de l'Atlantique. Et c'est sur... tout simplement le poids, le PTSD des équipages traqués par les sous-marins, dont certains ont déjà été torpillés, sont donc des survivants, et sont obligés de retourner à la mer après avoir survécu non seulement au torpillage, mais à la mer glacée dans des chaloupes de secours, et doivent remonter sur des navires et commander. Parce que c'est encore une fois, c'est des films sur le commandement dans ces conditions, avec cette pression, avec ces traumatismes. Et c'est extraordinairement... C'est fin, psychologiquement. André, alors il faut tous qu'on remanie nos stratégies en même temps, puisque maintenant il faut rajouter une catégorie. Absolument, mais moi j'étais prêt psychologiquement. Alors ceci dit, je vais prendre mon film post-2001. J'en avais pas encore, j'avais hésité. Comme Guerre aérienne est ouvert, du coup ça me permet de décaler les choses. Bon bref, je vais prendre Le Chant du Loup. Bravo, excellent choix. Rester fidèle à mon tropisme sous-marin, déjà présent avec Octobre Rouge. Je le voulais pour la catégorie nanar. Voilà. Le Chant du Loup, Mathieu Kassovitz n'a jamais été meilleur. Tout ça à cause d'un lance-roquette comme ça. Moi je l'admettais pas dans la catégorie. Le chant du glouglou. Non, c'est fantastique. Vous avez choisi Dunkerque et Le Chant du Loup, je veux pas, même pas. je vais masquer les notifications pour cette... Moi j'assume tout. Il pousse le bouchon. Moi je suis même, d'accord. Hein. Mais film merveilleux qui a complètement renouvelé le film de guerre en France. Il y a un avant et après Le Chant du Loup. Et qui a renouvelé le maniement du lance-roquette depuis un sous-marin. Tout ce que je peux dire, c'est que Mathieu Kassovitz m'inspire tout à fait un amiral breton. Ça me paraît tout à fait... je trouve qu'il le joue extrêmement bien. Voilà, il avait réussi à jouer un commandant du GIGN, tout le monde avait trouvé ça crédible, donc voilà, pourquoi pas un amiral. Tout va bien. Alexandre, c'est à vous, monsieur Mathieu. Reda Kateb est merveilleux dans ce film.
Bon, bref. Chaussette émerveillée. Et bah du coup, je suis très content d'être le premier à choisir aérien parce que du coup, vraiment, c'est complètement ouvert et je peux choisir Top Gun Maverick. Ah non. I knew it. Un film merveilleux, un film parfait, un film récent. Non mais qui je trouve est infiniment supérieur au premier Top Gun et qui en même temps évidemment joue dessus. Il pourrait pas y avoir tout ça, toutes ces références un peu subtiles, un peu croisées, le fils de Goose qui joue au piano au bord de la mer, etc. Beaucoup moins cringe, soit dit en passant, que le premier Top Gun, notamment sur les relations hommes-femmes et les dragues dans les salles de bain, où le premier, il y a quand même un passage qui est particulièrement complexe. Et a eu une incidence assez regrettable. Il paraît qu'on le projette aujourd'hui dans les armées françaises à titre éducatif. Il me semble que c'est dans les prochaines directives. Non mais qui est un film incroyable, filmé de manière magnifique, qui... Bon, il y a 2-3 petits trucs de scénario au début sur le concept, mais bon, à part ça... avec par ailleurs très représentative des films aériens, c'est-à-dire avec toujours ce même problème qui est le problème de la distance. C'est-à-dire on a l'impression qu'ils sont toujours à 2 doigts de se rentrer dedans, alors que c'est pas à cette distance-là que se produit un combat aérien en règle générale. On avait fait une émission avec David Papalardo et Tony Morin qui durait 1h30, donc si on veut creuser la chose avec deux aviateurs, allez écouter cette émission-là. Mais voilà, c'est un film à la fois en plus qui a été compliqué, parce qu'il a été retardé de 2 ans, plus à cause du Covid, et qui est, je pense, tout ce qu'on peut attendre d'un film de guerre américain. Simon ? Tu me mets devant l'hésitation en direct parce que... Ok, d'accord. Je crois que je vais y aller. L'aérien, à la base, j'étais parti pour vous sortir un nanar, mais je veux pas le faire parce qu'en plus c'est un peu un nanar de SF. Je ne vous parlerai donc pas de Furtif de Rob Cohen. Je vais vous parler. J'adore Furtif de Rob Cohen. J'en ai fait une émission. Et je sais. Il y a peu de gens qui font des émissions sur Furtif de Rob Cohen. Je sais, mais en plus voilà, je m'en suis souvenu et je me suis dit, du coup, on va peut-être pas en refaire un écho. Non, moi je vais vous parler. Le seul vrai film aérien, le seul vrai film moi qui me fait m'envoler, c'est Ultime Décision de Stuart Baird. Ce film où il y a Steven Seagal en gros sur l'affiche qui au bout de 10 minutes fait ouais un petit problème de pressurisation, plop, hop et on est tranquille. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, Ultime Décision, c'est encore l'époque où le cinéma américain pouvait être raciste tranquillou. Donc il y a de vilains arabes qui ont fait péter des trucs dans des villes de gentils blancs et surtout il y a les vrais méchants arabes qui eux ont pris en otage un gros avion de ligne. Alors là on en voit donc du coup évidemment Kurt Russell, qui, comme son physique nous l'indique, est un ingénieur qui n'a jamais mis un coup de poing, qui justement, lui, sait comment est-ce qu'on pourrait redétourner l'avion de l'intérieur. Donc on prend un avion furtif avec des proto-forces spéciales, des types qui font la gueule, qui ont une grosse mâchoire carrée, qui sont habillés en noir, et Steven Seagal, qui bien sûr est là pour assurer la continuité de la mission. Mais Steven, quand il y a un petit trou dans le conduit pour s'introduire dans l'avion en vol, et Steven il dit oh des sacrifices. Et là on a Kurt Russell dans des coursives pendant 2 heures qui parle à des hôtesses de l'air en les draguant en faisant ouais je suis là, on va voir les terroristes. C'est complètement con. C'est vraiment un film aérien, tout se passe. Mais du coup, c'est en nanar ou un film aérien ? Non, c'est pas exactement un nanar, c'est vraiment de la série B débile, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça paraît. Les modes de représentation de ce type de film font que on pourrait le prendre un peu comme un nanar. Je crois que c'est pas du tout le cas. Non, c'est une grosse série B débile. C'est un film aérien assez jubilatoire. Je vous recommande. Je vois, d'ailleurs, je l'ai pas vu, mais je vois qu'il y a Halle Berry dans le casting, ce qui n'est pas rien. Absolument, et Jerry Goldsmith à la bande originale, ce qui n'est pas rien non plus. Donc vraiment, moi, c'est une série B que je recommande assez chaleureusement. Mais du coup, c'est à vous d'enchaîner, Simon, sur pour finir de remplir votre roster. Et bien dans le nanar, voilà un nanar qui, pour une raison que je ne m'explique pas, je me représente toujours dans ma tête avec un espèce d'accent marseillais en carton. C'est Les Larmes du Soleil. Les Larmes du Soleil avec Bruce Willis. Alors c'est Bruce Willis, il est soldat des forces spéciales, Bruce Willis. On était au début de sa carrière crâne rasé et où vraiment il essayait un peu de se réinventer. Et là il se dit je suis un super soldat, ce qui déjà marche pas parce que Bruce Willis, évidemment il explose, même s'il avait déjà un peu de carrière avant, avec Piège de cristal, qui est l'anti-super soldat, qui est le type qui arrive au mauvais endroit, au mauvais moment, mais c'est lui. Bon là, il est un super soldat. Et on l'a envoyé dans un pays d'Afrique où les Noirs, ils font que se taper dessus, on comprend pas trop pourquoi, sauver une humanitaire qui, elle, essaye d'aider les Noirs, parce qu'elle est humanitaire. C'est évidemment Monica Bellucci. Donc les gars exfiltrent Monica Bellucci, elle leur fait arrêtez, il faut sauver les Noirs. Et là, ils se regardent, ils font c'est vrai quand même, il faut sauver les Noirs. Et donc là, ils reviennent en arrière, et problème, mais des Noirs, il y en a des gentils, mais il y en a des méchants. C'est un des nanars les plus racistes de tous les temps, mais qui est convaincu de ne pas l'être. C'est ça qui est beau. C'est pas un film réac, c'est un film qui se dit moi j'aimerais montrer un peu l'absurdité de la violence de tous ces pays africains. Et il en est tellement incapable, tous ces acteurs sont tellement mauvais, il y a de la caractérisation comme on n'osait même plus en faire à l'époque des pulps, tout ça avec, ça s'appelle Les Larmes du Soleil, Bruce Willis très très ému par ce beau combat et qui avance dans ce décor qui est
mi-brousse, mi-jungle ultra-tropicale, mais vraiment d'un plan à l'autre, suant comme ça et regardant le soleil déformé à l'horizon dans les embruns. Je vois pas. Un film donc d'Antoine Fuqua, à qui on doit par ailleurs la série Equalizer, où il y a du bon et du moins bon, mais aussi Training Day. Mais il a beaucoup chuté quand même. Mais aussi Shooter Tireur d'élite, qui est pas non, mauvais mais du tout. attendez, c'est lui aussi qui a fait Arthur. Avec Oui. Clive Owen. Tout à fait. L'un des plus mauvais films en costume, l'un des pires films historiques, entre guillemets, jamais réalisés. Absolument. Voilà. Ça a l'air super. Il aime le grand écart, on va dire, Antoine Fuqua. Grand écart sur Charbon Ardent. Voilà. Ouais. Alors maintenant c'est à moi. 9e choix. Ouais, Nanar, donc c'est mon avant-dernier. Film tellement mauvais qu'il en devient bon. Et ben très bien, ce sera donc Wolf Warrior 2. Voilà, les connaisseurs connaissent. Hein. Grosse présence chinoise dans cette édition de l'émission. C'est pas fini. Croyez-moi que je vous réserve quelque chose pour la wildcard. Non, Wolf Warrior 2, qui est donc ce film immortel de Wuxing, qui est aussi l'acteur principal, qui n'est pas... Il y avait le Wolf Warrior 1, qui est un film, m'a-t-on dit, bien inférieur aux deux. Hein, je ne suis pas allé vérifier moi-même. Mais avec ce pitch incroyable qui est donc un coup d'État dans un pays en Afrique et les ressortissants chinois sont menacés. Et donc, il faut aller les sauver. C'est... Comment dire ça ? C'est magnifique. C'est tellement n'importe quoi que ça fait pâlir les films américains, avec notamment l'immortel Frank Grillo, dans le méchant américain très très méchant, avec notamment à un moment il y a une bataille de chars qui tourne tellement vite que les opérateurs du char se mettent à se vomir dessus. C'est vraiment un film incroyable, qui est par ailleurs qui a été pendant longtemps le plus grand succès de tous les temps au box-office chinois, seulement dépassé récemment par La bataille du lac Changjin, qui est par ailleurs un film sur la guerre de Corée. On en a fait des émissions des deux, d'ailleurs les deux avec Pierre Aski, qui venait parler des deux. Voilà, je suis très très content d'avoir eu Wolf Warrior 2, surtout à ce stade de la draft. André, à vous. C'est très compliqué. Est-ce que je peux prendre Pearl Harbor à la fois en film aérien et en nana ? Il faut choisir. Non, on va rester sur ce tropisme Deuxième Guerre mondiale, et du coup, effectivement, je vais les prendre en... Alors, c'est pas tout à fait un nanar ou un mauvais film, mais il y a quand même des formes de comédie involontaire très très poussées. C'est un nanar, hein. Si. Très bien. On fait des transfusions avec des bouteilles de coca. Je suis ravi qu'on valide ce choix. Pearl Harbor nanar, donc, oui, je valide totalement. Pearl Harbor, voilà. C'est étonnant, parce que tout le monde a un souvenir de ce film. Je sais pas, c'est un film qui était censé être un immense succès, qui a été un désastre industriel, mais tout le monde l'a vu quand même. Mais je pense qu'il y a eu un effet Soldat Ryan, pour le coup, pour pousser les gens à aller le voir. C'était le pendant pacifique du Soldat Ryan, le grand spectacle. On allait enfin voir, on allait en avoir plein les yeux, et puis on a eu Josh Hartnett et Ben Affleck. Samech et Ben Affleck et leur histoire d'amour. Moi, j'ai pas pu le voir en entier. Ça, je vous recommande, dans la même veine, je vous recommande Midway. Alec Baldwin en commandant, qui dit on va venger. Le film se termine quand même sur l'apologie d'un meurtre de masse, puisqu'on bombarde Tokyo et c'est la revanche des États-Unis. Donc il y a beaucoup de choses qui vont pas. Je recommande, si quelqu'un veut voir à quoi ça ressemblerait Pearl Harbor en aussi mauvais mais avec plus d'effets spéciaux modernes, il faut aller voir le Midway qui est sorti il y a 1 ou 2 ans, qui est abominable. J'aime beaucoup plus d'effets spéciaux modernes. Il y en a plus, mais ils sont très mauvais. Donc je tiens à le préciser, les images en 3D sont faites à la truelle. C'est absolument dégueulasse, visuellement parlant. Mais on a passé une génération et c'est toujours aussi mauvais. Ryan, il vous en reste 2. Vous bouclez là votre roster normalement. Film aérien, forcément. For Queen and Country, la bataille d'Angleterre. Obligé. Voilà. Très beau film qui a extrêmement bien vieilli. Quand on le voit aujourd'hui, on se demande putain, comment ils ont fait ça. Mais la réponse est ils sont allés acheter des avions allemands aux franquistes. Parce que c'est comme ça qu'ils sont allés. Ce sont des casas. Oui. Mais ouais, ce sont des casas. Ça se voit d'ailleurs un peu. La motorisation des Messerschmitt change la silhouette, donc c'est un peu visible pour les connaisseurs. Donc rappelons l'histoire, c'est simplement que les Messerschmitt avaient une version à l'export qui était des casas qui ont fini en Espagne. Évidemment, les Messerschmitt, il en restait plus trop parce qu'on n'en avait pas tellement laissé. Et donc ils sont allés en acheter en Espagne franquise pour pouvoir avoir la masse critique pour faire ces scènes qui sont gigantesques, elles sont gargantuesques. C'est-à-dire, on imagine difficilement comment ça peut être fait sans effets spéciaux. Complètement. Mais en fait, il faut dire aussi que
les Messerschmitt espagnols avaient changé parce que les Allemands ne pouvant plus fournir les moteurs qui, bon, déjà avaient été bombardés pendant la guerre. Déjà pendant la guerre, c'était dur de les avoir, ces moteurs. Après-guerre, c'était mort. Donc on remotorisait ces fameux Messerschmitt avec des moteurs Rolls-Royce. Ce qui fait qu'en fait, le Messerschmitt espagnol, en fait, on dirait un croisement entre un Spitfire et un Messerschmitt en fait en termes de silhouette. Mais bon, pour revenir au film, il est absolument génial. Et il y a juste une scène seule qui à elle seule vaut qu'il soit vu. C'est la scène avec les Polonais dans le Hurricanes qui se mettent à parler polonais entre eux et qui désobéissent aux ordres pour attaquer les Allemands. Et chaque fois qu'on leur dit rentrer, qu'on leur donne des ordres pour qu'ils arrêtent, et ils disent « Repeat, please ». Cette scène est exquise. Voilà. Et elle rappelle aussi ce que les Anglais doivent aux Polonais quant à leur survie. Et votre tout dernier choix? Mon nanar à moi, c'est 1917. Très bien joué, bien joué. Parce que 1917 pour moi, c'est Sam et Frodo dans le Mordor de la Somme. Ce qui d'ailleurs était une vision très juste de ce qu'écrivait Tolkien au passage. Voilà. Mais si on me pitche ça, je le produis ce film. Enfin, mais c'était ça. C'est deux hobbits. Mais dans le Mordor de la Somme, version Ubisoft, version level avec boss de fin de niveau et mais avec mouvement tactique dans les tranchées complètement anachronique. Voilà, c'était des SWAT dans les tranchées. Enfin, non, il y a une bonne scène dans ce film. Il y a une scène que j'ai trouvé vraiment sympa. C'est la scène de nuit. Tout le reste est nul. Rappelons par ailleurs que quand on voit un film de la Première Guerre mondiale, c'est notamment Michel Goya qui a rappelé ça. Enfin, ça se voit tout de suite, les gens qui ne se sont jamais posé la question. Quand vous voyez quelqu'un qui épaule son fusil pendant la Première Guerre mondiale, généralement, c'est un bon indice qu'il n'y avait pas un très bon consultant historique sur le truc, parce qu'on n'épaulait pas les fusils, on tirait à bras tendus vers le bas. Absolument. Et ça n'a aucun sens. C'est ce que vous disiez sur, effectivement, on a l'impression de voir Sicario en termes de mouvement, d'ouverture d'angle et tout. Call of Duty, très simplement. Ouais. C'est Call of Duty avec une skin 1917. Exactement. Du coup, je crois que je vais boucler mon équipe aussi. Alors, en guerre aérienne, alors, si vous l'acceptez, ça manque un peu d'animation. Mais c'était pas déjà Pearl Harbor Non, c'était ma comédie. Ah, pardon. C'était mon nanar. Mais du coup, j'ai gardé un slot pour la guerre aérienne. Ça manque un peu d'animation, donc je vous proposerai Porco Rosso, qui est sur un film de Miyazaki. Je avec m'insurge. Un hydravion, je vais lever ma carte rouge. Qui combat des pirates en hydravion dans l'Italie, mais très fasciste. C'est un dessin animé, on a le droit au dessin animé. Alors, non, moi, le format, il n'y a aucun souci, mais je m'insurge pour une simple raison, c'est que je l'aurais choisi, parce que pour moi, c'est les plus beaux combats aériens jamais filmés l'ont été dans ce film, mais ce n'est pas une guerre. Mais c'est un avion militaire, bon. Il a un uniforme. Non, il n'y a pas de guerre, il n'a pas en uniforme, puisqu'il est en fait en civil et il est mercenaire. Il le dit lui-même d'ailleurs dans le film, je ne fais pas la guerre. Donc là, c'est un peu dur. Je suis chasseur de primes. André, il faut trouver autre chose. Là. Alors, on va aller sur du classique. C'est là que c'est marrant, c'est maintenant que ça devient drôle. On va aller sur, je pense, Only Angels Have Wings, de War Dogs. Voilà, Les Anges ont des ailes, 1939, film d'aventure. Alors, est-ce que c'est un film de guerre pas entièrement non plus, parce que c'est sur le service postal au-dessus des Alpes, mais il y a quand même tous les attendus finalement de l'aventure militaire en avion et du côté adversité, etc. Puisqu'on a été un peu dur sur le précédent. Barry Lyndon, vous avez refusé Porco Rosso, laissez-moi War Dogs. Puis c'est un chef-d'œuvre, on va pas taper. Quand on joue avec les limites. Alors, dans le même genre, plutôt que Only Angels Have Wings, il y a Wings tout court. Tout à fait, avec les reconstitutions des pilotes de la Première Guerre mondiale. Et avec une ouverture, un travelling avant incroyable. Donc un film de 1927. Ouais, non mais regardez ce travelling avant, de l'ouverture du film. Et faites attention aux détails, il est d'une modernité incroyable. Ok, alors c'est à moi pour mon dernier choix, qui est donc ma wildcard. Et laissez-moi vous dire qu'elle va être très wild. Il a gardé pour la fin, quand même, habilement. Non, alors c'est une wildcard. Je peux la soutenir, parce que vous pourriez me faire chier, mais je peux la soutenir. C'est donc, pour rester dans le cinéma chinois... Lilo et Stitch. encore du film chinois. Si seulement. C'est La Grande Muraille. Un film de 2016. Un film de 2016 avec Matt Damon et Pedro Pascal. Un film chinois
complètement chinois, qui est, je sais pas quel chèque ils ont pris pour aller faire ce film-là. Mais là, Alexandre essaie de gagner la draft en faisant appel aux instincts les plus bas des internautes qui vont suivre, qui vont aller vers la comédie, qui vont aller vers l'excès, vers l'extrême. C'est un film C'est pas beau. à couper le souffle, qui est, bon, c'est un peu... À couper le souffle, vient-il de dire. Il y a des monstres, hein, ça c'est sûr donc, que... Il y a une guerre à l'écran, c'est la guerre de Matt Damon contre le cholestérol. C'est évident, c'est all out war. Non, et par ailleurs, enfin, c'est un film en costume, c'est sur la Grande Muraille de Chine, c'est dans un univers un peu à moitié... réaliste, oui, bien sûr. Non, mais voilà. Et donc, c'est une guerre contre qui déjà? C'est une guerre contre les envahisseurs qui, il se trouve, sont des monstres à 3 têtes. Ça c'est un détail. Oui. Mais qui a tous les attendus du film de guerre, qui a tous les trucs du film médiévalisant, péplum survitaminé, qui présente surtout les nanas qui sautent avec les câbles dans les pieds, là, le sol exactement, élastique. Exactement, Oui. exactement. Je le revois régulièrement ce film parce qu'il est très bien. Non, surtout ce qui est intéressant, c'est que c'est un film chinois. C'est un film chinois tourné vers l'export, ce que n'était pas, par exemple, Wolf Warrior 2, ni La Bataille du lac Changjin, qui sont des films à très gros spectacle, à très gros budget, qui font des succès énormes, mais qu'il est à peu près impossible de voir en Qui se Occident. destinent au marché domestique chinois. Exactement. Et La Grande Muraille, c'est pas ça. Il y a Matt Damon, il y a Pedro Pascal, et ça présente une vision assez folle de la manière dont la Chine se voit, c'est-à-dire et de la manière dont la Chine se voit coopérer avec l'étranger, si c'est pour l'aider, elle, à se défendre contre un péril extérieur. Je maintiens que bon, non seulement c'est un superbe film, très Game of Thronien, mais bien. Et puis, effectivement, Matt Damon et Pedro Pascal, ils jouent pas si mal en plus. C'est ça qui est intéressant. Ils sont pas mauvais, mais tu vois aussi, tu parlais de la relation diplomatique de la Chine, enfin, la vision que la Chine a d'elle-même et de ses relations diplomatiques. Tu vois aussi comme ces stars américaines n'en ont rien à péter dans un blockbuster chinois. Les mecs, ils sont pas allés à la salle pour jouer les héros. Vraiment, je suis sûr que Matt Damon, il a ouais, c'est la guerre. Ah ouais. Et il joue un archer d'ailleurs, voilà, parce que quand on bouge trop, ça fatigue. Non, c'est vraiment un film incroyable qui se voit et se revoit très facilement. Voilà. Wild. Voilà. Je rappelle juste qu'en fait un film similaire existe où il y a Adrien Brody qui joue une espèce de centurion romain qui se retrouve en fait avec des Chinois sur... Oui, ça existe, oui. Je sais plus comment ça s'appelle. Ça s'appelle. Alors c'est Dragon Blade. Et je crois qu'il y a Jackie Chan en face. Ouais, c'est Jackie Chan qui joue en face, qui Dragon joue Blade. Le général. Quand on tape Google, c'est la première question. Dragon Blade est-il basé sur une histoire vraie? Les serveurs BitTorrent de la France entière vont être en surchauffe après cette émission, je pense, pour aller chercher ces chefs-d'œuvre. Simon, je pense que je parle au nom de tout le monde en disant qu'on a une grande impatience de savoir quel est votre film naval après un tel teasing. Alors moi, mon film naval, c'est la fin, c'est le dernier choix. Mon film là, naval, c'est un film naval. C'est pas loin d'être un nanar, c'est de la science-fiction, mais c'est un film de guerre et c'est peut-être ce qui nous serait arrivé dans une dimension du multivers. Est-ce qu'il y a Taylor Kitsch dedans? Non, c'est Nimitz Retour vers l'enfer. Extraordinaire. Alors moi je valide. Toute mon enfance. Mais que je trouve rigolo parce qu'on avait dit pas de film de science-fiction et en même temps c'est un pur film de guerre sur un porte-avions pendant une bataille. Donc c'est Pearl Harbor, tout simplement. Donc le film doit être du début des années 70, fin des années 70, début des années 80, je dirais. Je crois, 80. 80, voilà. Et donc Kirk Douglas, qui est encore vivant, quoi. Et donc à la tête du Nimitz, de l'USS Nimitz. Et l'USS Nimitz, il va être embarqué dans une faille dimensionnelle. Et donc il se retrouve propulsé quelques heures avant l'attaque de Pearl Harbor. Et là, il y a un dilemme, mais un dilemme passionnant pour ces soldats. C'est devons-nous simplement retrouver notre bonne ligne temporelle, nous extraire de cette bulle du passé dans laquelle nous venons de débarquer, ou est-ce qu'avec tout notre matos de 1980, est-ce qu'on n'arrêterait pas Pearl Harbor ? Et je trouve que... Alors le film a énormément vieilli, mais du coup, je trouve qu'il a vieilli dans un bon sens, c'est-à-dire que ça lui donne une petite patine kitsch que je trouve assez rigolote. Visuellement, on a des espèces d'aurores boréales rosâtres, des soldats japonais qui sont tels que des Américains peuvent se les représenter dans les années 80, c'est-à-dire très méchants. Et ce point de départ qui est entre la 4e dimension et un épisode de Star Trek, et je trouve ça... moi, quand j'étais gosse, il repassait beaucoup à la télévision, l'été notamment, et c'était mon film d'été chez mes grands-parents. Ah ouais, même souvenir. Ouais, je sentais qu'on le vivait pas pareil. Moi, je trouvais le film incroyablement divertissant et mon grand-père était là, pas passé loin. Et voilà, c'est Nimitz Retour vers l'enfer. Voilà, et on peut penser que Battleship, donc avec Taylor Kitsch, est un peu un hommage à ce film, à ce grand classique.
Ouais. Mais peut-être que moi on parle de... Non, mais Battleship, mieux c'est. Ouais, mais j'en profite quand même pour rappeler quelque chose. En fiction, Hollywood a fait des pilotes de F-14, en fait, les as de la marine américaine, etc. Dans la Top Gun, réalité, essentiellement. voilà. Je rappelle quand même qu'en fait, il existe des as sur F-14 Tomcat, et ils sont tous iraniens. Oui, puisque rappelons que donc les Iraniens avaient des F-14 pendant la guerre en Irak et que pour être as, il faut avoir abattu au moins 3 adversaires. Et donc les seuls qui ont fait ça, c'est les Iraniens. Et d'ailleurs, c'est pour ça que Top Gun Maverick est un film parfaitement parfait, puisque c'est quand même Tom Cruise qui va voler un F-14 dans un hangar d'un pays mystérieux, mais qui est le seul pays ennemi qui a un programme nucléaire et qui a des F-14, donc il n'y a pas besoin d'aller chercher extrêmement loin. Sachant que la plus belle représentation de pilote iranien de F-14, c'est dans évidemment la trilogie de Charlie et Bergès, les derniers Bogdani, 38, 39, 40, Pilote de l'enfer, Mission Apocalypse, Le feu du ciel, voilà, qui sont des très grands classiques de la BD, et d'une attaque terroriste extraordinairement dessinée d'ailleurs. Et des pilotes iraniens. Francis Bergès était un très grand dessinateur d'avions. Et ben on est donc passé au passage à un médium différent. Donc voilà, on a fait un petit détour par le jeu. Est-ce qu'on peut faire un dernier tour pour les regrets? On a chacun, je pense qu'il faut quand même donner des honorable mentions. Ok, des regrets. Mais alors honorables. Qu'est-ce qu'on aurait pu mettre? Pas tous les nanars, voilà. Moi, je regrette un peu de ne pas avoir mis La bataille d'Alger, qui est un film quand même très marquant, et dans l'histoire de la guerre et de la représentation de la guerre quand même qui a joué un rôle, y compris récemment. Moi, je regrette beaucoup. J'aurais bien mis Beau travail de Claire Denis sur les légionnaires à Djibouti, mais c'est pas de guerre en fait. Ouais, pas de guerre, c'est vrai. Et j'en avais un autre que je regrettais beaucoup, que j'ai pas mentionné, mais qui va me revenir. Ah oui, Chevalier avec Heath Ledger, qui est pour un film en costume, qui est un des meilleurs films sur le Moyen-Âge de tous les temps. Moi, à l'exception de ceux que je regrette, mais que vous avez cités, donc que je ne regrette pas finalement, il y en a bien que 2 qui me titillent franchement, c'est Johnny s'en va en guerre, et surtout beaucoup plus récent de Guillaume Niclou, Les confins du monde, avec le regretté Gaspard Ulliel, qui est sur les débuts de l'intensification des conflits qui mèneront à la perte de l'Indochine. On suit un soldat français donc en Indochine, avant que ça devienne un conflit, avant que ça devienne une guerre, quand il y a les premières escarmouches, qu'il y a les premiers colons ou soldats qu'on retrouve assassinés. C'est très inspiré, c'est un grand hommage bien sûr à Apocalypse Now, mais bien au-delà de ça, c'est un vrai film mystique, un vrai film sur l'autre et sur l'altérité, parce que comment est-ce qu'un soldat français donc de 45-46 peut bien comprendre et voir le peuple indo-chinois et ses poussées de révolte et de révolution. Je trouve que c'est un film très impressionnant, et un film aussi très impressionnant parce que très malaisant, c'est-à-dire qu'il nous questionne sur est-ce que ce type-là il est raciste, est-ce qu'il est juste de son temps, le film épouse-t-il son point de vue ou pas. C'est un très grand film sur ce moment où le conflit couve et où la violence commence à soudre comme ça dans le corps social, et voilà. Ryan, des regrets? 2. De ne pas avoir assez parlé peut-être de l'Afrique, et notamment en parlant de Johnny Mad Dog de Jean-Stéphane Sauveur. Vous allez parler de Blood Diamond. Non, Diamond. Alors Blood Diamond, c'est un peu la version un petit peu upgradée des Larves du Soleil que Simon avait mentionné. Non, Johnny Mad Dog, des enfants soldats au Libéria, la caméra qui est très éloignée, en fait très neutre, qui suit un groupe d'enfants soldats et voilà, au Libéria, qui commettent des horreurs parce que ce sont des enfants soldats au Libéria, et on les suit. Et on fait partie de la troupe en quelque sorte. Il y a un des gamins qui est habillé dans une robe de mariée, par exemple. Enfin voilà, c'est baroque, glaçant, surréaliste en fait, mais terriblement réaliste en fin de compte. Et l'autre regret, j'ai enlevé à André son Porco Rosso. Tout en étant tout à fait d'accord avec lui, je sais pourquoi il l'a choisi, et j'ai mis un point de règle, mais parce que je suis procédurier, voilà. C'est le film d'Harry Folman. Valse avec Bachir. Valse avec Bachir. S'il y avait un film d'animation que j'aurais proposé, c'eût été celui-là.
Si je récapitule les équipes au complet désormais, pour Alexandre, Capitaine Conan, Fury, Jarhead, Ni le ciel ni la terre, Master and Commander, Tinker Tailor Soldier Spy, la taupe, Das Boat, Wolf Warrior 2, La Grande Muraille, un diptyque admirable, et Top Gun Maverick. Les deux se regardent très bien dans un après-midi pluvieux. Voilà. Alors de mon côté, j'ai Les Sentiers de la Gloire, La Ligne Rouge, Apocalypse Now, Le Chant du Loup, Glory, À la poursuite d'Octobre Rouge, Dunkerque, Pearl Harbor, Onoda, Only Angels Have Wings, pas vraiment un film de guerre, mais un film aérien splendide. Pour Ryan, nous avons Laurence d'Arabie, Tuntematon Sotilas, ce film finlandais dont nous avons parlé, la 317e section, Restrepo, Redcliffe, Lust Caution d'Ang Lee, La Mer Cruelle, 1917, Frères de sang for Queen and Country. Et Simon a choisi la bataille d'Angleterre. Simon a choisi Le Cheval de guerre, Croix de fer de Peckinpah, Le Che, Zero Dark Thirty, La chair et le sang, Munich, Nimitz, Retour vers l'enfer, Les larmes du soleil, Zulu Down et Executive Decision. L'ultime décision avec Steven Seagal qui a donc une place parmi ses 40 chefs-d'œuvre. Ça aurait été dommage de ne pas avoir un film avec Steven Seagal. On a tous les grands qui apparaissent. On a Brad Pitt, Bruce Willis, Steven Seagal, Kirk Douglas. Il n'y a pas Bourvil, juste la grande vadrouille. Peter, oui, on a quand même réussi à faire une liste où il y a Peter O'Toole qui côtoie Steven Seagal, j'adore. Et on est d'accord qu'on a tous esquivé le jour le plus long. Ouais. Ah non mais j'en suis ravi. Sans grand effort. Hein. Avec regret, il y a des scènes que j'adore. Là aussi, c'est un film d'enfance, mais bon, on a fait mieux depuis. Eh ben, merci beaucoup à tous les trois. Donc Simon et je vous rappelle qu'on vous retrouve d'ailleurs tout l'été dans Réaliser sans trucage. Tout l'été. Voilà, personne ne prend de vacances. Bien sûr qu'on prend des vacances, mais c'est juste on a déjà enregistré. Et n'oubliez pas de voter puisqu'on mettra les résultats évidemment en ligne sur les réseaux sociaux et donc il faudra faire un petit sondage, choisir qui a de voter dans tous les sens évidemment pour les choses importantes et pour les choses secondaires pour savoir qui l'emporte. Si vous devez voter qu'une fois, c'est pas forcément sur la draft qu'il faut voter, mais votez quoi. C'est le bon moment, c'est cette saison. Merci beaucoup Ryan aussi, bon retour en Angleterre. Merci Alexandre, ravi d'avoir participé à cette émission avec Simon et André, c'était un plaisir. C'était donc Le Fil de l'Épée, un podcast produit par Alexandre Jublin et André Loez et distribué par Binge Audio. On vous rappelle que toutes les remarques, commentaires, arguties, points de détail, rappels au règlement sont bienvenus. Suggestions de films totalement méconnus. De nous en tout cas. Moqueries, notamment, je vous cache pas qu'avec Dunkerque, ça va être difficile pour vous, André, je pense. Il y avait Dunkerque et quoi d'autre comme film et Le Chant du Loup. Alors putain, qu'est-ce que vous allez prendre dans la galoute. Deux grands plaisirs de cinéma. Oh, non, mais c'est super, je suis avec vous. Mais je vous laisse tout seul quand même. Mais voilà, donc c'est... Comme les Anglais avec l'armée française, quoi. Exactement. Pardon. Et en même temps, qui n'a jamais rêvé de voir Omar Sy se faire balancer comme une torpille? Tout à fait. À une profondeur en plus innommable. Peu importe. Donc c'était super. N'hésitez pas à faire tout ça par mail, par commentaire ou sur les réseaux sociaux du Rubicon d'André ou de moi-même. C'est les vacances et donc on a le temps de répondre. Et puis par ailleurs, donc c'est un épisode qui va être publié, je pense, le 2 juillet. Donc vraiment, ce sera vraiment la seule chose dont on parlera à ce moment-là. On n'aura vraiment aucun autre sujet de conversation. Et merci à toutes et tous. Et à la prochaine fois.